Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à notre traditionnel rendez-vous du vendredi soir. À vous la parole, qui reçoit ce soir un homme politique parmi les plus demandés, les plus écoutés, les plus suivis, les plus présents de la scène politique camerounaise depuis plusieurs années. Candidat annoncé à la dernière élection présidentielle, il ne sera malheureusement pas aligné sur la ligne de départ le 12 octobre dernier. Pourquoi? Il nous le dira certainement ce soir. Lui qui suit de près l'actualité politique au Cameroun et même des sujets économiques de dernière heure, on va prendre cela pour en parler avec lui ce soir et avoir une grille de lecture des résultats de la dernière élection présidentielle, mais également de la situation, un peu de tension sociopolitique au lendemain de la proclamation des résultats et la prestation des serments du président Paul Biya. Notre invité ce soir, vous l'avez certainement deviné, puisque la bande-annonce vous l'a déjà annoncé, c'est Valère Bessala, le guide du parti Jouvence, qu'on ne présente plus au Cameroun et même à l'international. Valère Bessala, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Jean-Jacques Zé, bonsoir à vos millions de téléspectateurs et téléauditeurs. Merci de m'inviter et surtout merci à votre président directeur général et à toute l'administration d'Info TV d'avoir accepté qu'une fois de plus nous nous retrouvions ici pour parler du Cameroun et de montrer l'amour que le peuple camerounais a pour son pays et surtout aussi d'essayer d'éclairer les lanternes pour ce que nous pouvons et aussi d'essayer d'apporter notre pierre à l'édifice à la fois de la construction des esprits et de la construction même du développement de notre pays. Valère Bessala, c'est vous qui avez la parole ce soir. Le principe de l'émission n'a pas changé. Nous posons quelques questions en studio, mais vous, à travers le code qui est inscrit au bas de l'écran, vous pouvez également participer à l'émission en posant vos différentes questions. On fera un tour également sur la page Facebook, puisque l'émission est diffusée en direct sur Facebook et sur YouTube, pour recenser également vos différentes préoccupations. Et je suis sûr que la première est celle de savoir pourquoi Valère Bessala n'a finalement pas été candidat à la dernière élection présidentielle. Monsieur. Non, mais j'avais déjà donné des raisons en son temps. Vous savez, l'élection présidentielle, c'est certes l'élection d'un individu, mais c'est une élection collective. C'est l'élection de tout un peuple, c'est de tout un pays, de toute la collectivité. Donc, même si, comme j'ai l'habitude de le dire, et je l'ai dit aussi à mes militants et à mon bureau, que nous ne pouvons pas nous couper la main pour être candidat, puisqu'il ne s'agissait que de moi. Il ne s'agissait que de moi. Et puis, il s'agissait aussi d'un programme. Donc, il fallait voir à la fois le peuple, est-ce que le peuple était prêt à soutenir notre candidature? Alors là, c'était toute la question. Alors, on était parti sur une base où il nous fallait, notre parti n'avait pas la possibilité d'investir un candidat puisque nous avons été aux élections municipales de 2020 où nous n'avons pas pu avoir d'élus. Donc, il était clair que nous avions soit l'option des 300 signatures, soit alors l'option d'un parti d'emprunt. Alors nous avons opté pour les 300 signatures, mais aussi en back-office, on cherchait aussi un parti d'emprunt. Ce que nous avons même eu, parce que nous avons eu un parti d'emprunt, mais vous savez, ça demande de l'argent. Alors, nous avons évalué notre candidature avec le parti d'emprunt ou les 300 signatures et la caution et tout, c'était à 77 millions de francs. Alors, proche des élections, on a observé et on s'est rendu compte que le peuple avait cotisé, je crois, sur 12 millions et poussière. 12 millions et poussière, c'était largement insuffisant. Même s'il fallait que le guide se coupe la main, peut-être avec sa caution, mais il n'allait pas sortir tout cet argent-là pour une candidature et qui allait peut-être connaître le sort que les autres ont connu, c'est-à-dire les candidatures majeures. Et puis on était parti aussi d'une autre analyse. Si le peuple n'a pas pu nous aider à avoir 77 millions pour faire passer, du moins constituer notre dossier de candidature, une campagne électorale, c'est des milliards. C'est des milliards. Alors, c'est pas des milliards qu'il va mobiliser. Donc, on n'est pas dans un marché où on va se dire qu'on va vendre ci, on va vendre ça juste parce qu'on veut être candidat. Ce n'est pas l'amusement. Donc, moi, avec mon bureau, on a conclu que si c'est comme cela, ça veut dire que le peuple n'est pas prêt à nous voir en candidature. Donc, on a préféré retirer notre candidature pour faire juste, pour faire honnête, pour faire digne, et surtout pour faire honorable. C'est pour cela que nous avons déclaré notre retrait de la liste des candidats déclarés. Donc cela a été fait de cette façon et nous avons pensé que c'était la meilleure solution pour le peuple camerounais et pour nous-mêmes aussi. Parce que, comme je l'ai dit d'ailleurs, l'histoire nous a donné raison. Nous avons eu aussi des candidats qui avaient réussi
à passer cet écueil-là, de déposer des candidatures, de les voir valider, mais dont la campagne n'était vraiment pas assez visible sur le terrain. On avait compris qu'il y avait aussi un problème de moyens. Donc nous avons préféré ralentir à ces niveaux-là. Mais le plus important aussi est que nous avons tiré une leçon majeure. Une leçon majeure, c'est que le peuple n'était pas encore vraiment chauffé à blanc pour une candidature comme la nôtre. Parce que quand j'ai écouté après, les gens m'ont dit, bon, notre programme était un programme d'austérité. La discipline, les Camerounais ne sont pas encore prêts. Alors, ils n'étaient pas prêts encore. Que vous êtes trop dur, vous arrivez avec le bâton. Je suis désolé, c'est une des formations de mon métier au commandement territorial. Oui. Et puis, je me suis dit, et puis notre programme, c'est pas moi seul qui le conçoit. On s'est dit, avec le marasme que nous vivons, il faut vraiment de la discipline, il faut de l'ordre, ainsi de suite. Je suis allé à dire un jour qu'il fallait couper les têtes et restaurer la peine de mort. Donc beaucoup nous ont dit, ça fait peur à beaucoup, ainsi de suite. Ils se sont dit peut-être qu'ils aimeraient un candidat qui peut leur favoriser encore le petit désordre qu'ils vivent actuellement. Bon, on a pris cela comme cela. Mais en regardant justement ceux qui sont allés à cette compétition, est-ce que vous vous êtes dit qu'on avait une place dans cette course-là? Oui, nous avions notre place. Nous avions notre place et nous n'avons pas pensé que l'élection présidentielle, c'est forcément que nous soyons candidats. Vous voyez? On peut ne pas être candidat et appuyer les autres candidats. Ça, c'est la première chose. Et puis, l'élection présidentielle n'était pas une affaire à laquelle nous devions participer coûte que vaille. C'est-à-dire que nous avons pensé que les petits moyens dont nous pouvions disposer, moi j'ai dit à mes jeunes, je préfère qu'on les investisse plutôt dans les législatives et municipales qui approchent que d'investir dans une élection présidentielle où on n'est même pas sûr d'un résultat assez reluisant au compte tenu de ce que les aînés préparaient, puisque je suis un homme du système. Je voyais un peu déjà ce qui allait se passer et donc je me disais, on va même perdre 77 millions même si on les avait. Et peut-être forcé pour une campagne pour figurer. Mais à la fin, on aura perdu de l'argent qui nous aura été plus utile aux législatives et municipales quant à financer des listes aux législatives et aux municipales. Donc moi, je me suis dit, ma petite personne, on peut l'éliminer. Hein, mais pourvu que des jeunes, ils aillent comme députés à l'Assemblée nationale ou maire et que le parti avance et qu'il ait des chances pour la prochaine élection présidentielle, que Biya soit là ou qu'il ne soit plus là. Donc c'était le plus important pour nous. Est-ce que vous n'êtes pas... Le jeu était joué d'avance que les autres sont pratiquement allés en aventure? Bien entendu, je suis en train de le dire. Et d'ailleurs, je crois que vous avez suivi notre actualité. Je crois 3 jours avant le vote, j'ai dû demander à la jeunesse de reculer pour ne pas le boycott. J'avais demandé à la jeunesse de reculer parce que j'avais pris pratiquement 45 jours, quelques temps avant le début de la campagne, jusqu'à quelques jours avant le vote. J'ai observé les candidats jeunes puisque c'est la jeunesse qui m'intéresse. J'ai vu que ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Il y en avait. Pas ça comment? Il y en avait quand même Cabral Libi, Irami Yodi, Jean-Jacques Bouga. Il y en avait qui étaient allés pour une simple figuration. Je ne dis pas que c'était leur volonté. Je dis quand on regardait les moyens qu'ils mobilisaient, ils étaient pratiquement, comparés aux mastodontes, ils étaient pratiquement invisibles. Vous voyez, on a vu, il n'y avait pas de moyens. Une campagne, c'est des moyens. C'est-à-dire des moyens qui vous permettent d'être présent, au moins là où on peut vous retrouver, là on peut vous écouter. Il y avait cela. Il y avait aussi le programme. Il y avait aussi les programmes, parce que une élection présidentielle, c'est bien, on peut exposer un homme, mais s'il n'y a pas de programme qui suit, je crois qu'il y aura vraiment pas. Et moi, je suis un classique, je suis un conservateur, pour ceux qui me connaissent. Je pense que les meilleures idées s'exposent lorsqu'elles ont d'abord été pensées et même couchées sur le papier. Donc, je crois qu'il y avait un seul candidat, celui du PCRN, qui avait vraiment un programme et un projet de société, qu'il avait d'ailleurs publié, que tout le monde connaissait. Le reste, il n'en avait pas. C'était des bouts de papier, c'était de quelque chose qu'on retrouvait sur Facebook et tout. Je me suis dit non, c'est pas l'amusement. Donc les candidats jeunes, je crois qu'il y en avait qu'un seul. Bon, mais qui peut-être aussi avait ses difficultés, qui sortait de nombreuses difficultés, qui aussi avait peut-être aussi déjà on l'avait déjà affiché avec certains noms d'oiseaux et tout. Bon, moi je sais pas, ça ne me regarde pas. Mais il a aussi souffert de l'absence d'un vrai soutien des jeunes. On aurait souhaité voir Valère Bessala derrière Cabral Libi de façon plus impactante. Oui, et vous avez parfaitement raison. C'est pour ça que j'ai dit, j'avais pris pratiquement 1 mois et demi pour observer la scène. Et vous savez, quand je demande aux jeunes de boycotter l'élection présidentielle, on est à 3-4 jours du vote, j'avais vu tout cela parce que l'élimination du professeur Maurice Kamto le 5 août, une élimination sauvage devant l'ECAM et devant le Conseil constitutionnel, on en a vu d'autres certainement, mais c'était le cas le plus flagrant. Et puis, j'écoute dans les coulisses, je suis un administratif, je suis du système. Il était clair que les aînés au pouvoir ne voulaient d'aucune candidature pertinente. Aucune candidature pertinente.
Et moi, s'il faut déjà vous expliquer, là où même j'étais allé chercher un candidat avec Jouvence, un parti pour nous investir avec Jouvence, les aînés s'étaient arrangés à envoyer quelqu'un qui allait prendre le parti à notre place. Vous voyez? Et financer tout cela. Donc, quand moi j'ai vu cela, je me suis dit... Celle de quel parti? Non, on ne va pas revenir à ça, puisque vous allez... Ça du FDC? Je connais déjà la question qui va suivre. C'était combien, ainsi de suite. Non, ce que nous avons fait... du FDC. Non, c'est pas ça. D'accord. J'ai consulté certes le FDC, mais ça n'a pas été concluant. Il avait déjà son candidat et moi j'ai respecté sa position. D'accord. Vous voyez, donc, mais c'était un autre parti, et d'ailleurs qui est dans le littoral, si vous voulez que je vous dise. On a compris. Voilà. Donc, quand je l'avais vu, j'ai compris parfaitement que les dés étaient déjà jetés. Vous voyez, et que même si on avait même eu l'investiture même de ce parti, on nous aurait amené cette affaire de double investiture, on aurait suscité notre candidature pour nous éliminer. Vous voyez que tout était déjà réglé d'avance. Il y avait donc ça. Il y avait aussi un autre fait, c'est que... C'est pour dire globalement qu'on est allé à cette élection-là avec des mécanismes qui étaient déjà rodés. Déjà rodés pour qu'il n'y ait pas un candidat pertinent de l'opposition. Oui. De l'opposition. Et donc, sur la candidature jeune, et sur toutes celles dont vous parlez, j'avais aussi fait mes analyses. Vous savez, j'ai écouté beaucoup. Et je me suis dit, les aînés ont fait une équation simple. Les gars se sont dit... Si Valère, Bertrand, Bressal et Jouvence disent jeunesse, 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 ils savent que moi, je suis pratiquement actuellement incorruptible, je suis impliable, donc c'est très compliqué. Donc ils ne peuvent pas vraiment me plier à leur logique pour aller jouer le jeu. Par exemple, comme en 2018, ils avaient fait leur équation simple. Il fallait trouver quelqu'un, justement, que je pouvais soutenir. Et d'ailleurs, je déclarais déjà qu'il y avait un candidat le plus avancé et que le moment venu, je le soutiendrais, oui. Notablement. Donc ils avaient fait leur équation. Alors ils étaient donc obligés de reprendre le même candidat, sachant que le moment venu, je viendrai l'appuyer. Donc, s'ils ont ce candidat, ils m'ont forcément, puisque je viendrai lui donner mon appui. Alors, ayant vu ce traquenage, j'ai dit non. Moi, je préfère laisser chacun... Vous lancez donc l'appel au boycott. Il y avait donc il y avait ça, c'est le deuxième élément. Oui. Le troisième élément, c'est l'élément de coalition ou de candidat consensuel de la jeunesse. Moi, je n'étais pas candidat. Je n'étais donc pas habilité ou je n'avais pas les coudées franches pour inviter les autres pour leur dire mettez-vous ensemble. Ça aurait été vu autrement. Mais je m'attendais quand même aussi que les candidats les plus anciens sur la scène de l'opposition, c'est-à-dire les candidats jeunes qui étaient en lice, puissent prendre les devants et se rapprocher et de dire qu'est-ce qu'on fait? Lequel de nous quatre, puisqu'ils étaient quatre, va traverser la ligne? Personne ne s'est rapproché. Deuxième élément. Troisième élément. Quatrième élément, bon, je m'attendais quand même aussi que, bon, vous savez, on est en Afrique. Je ne vais pas aller vers un candidat, il va peut-être croire que, bon, peut-être que je m'attendais à ce que quelqu'un se rapproche de moi et me dise, bon, voilà, monsieur Guy de Jouvence, voilà, je voudrais que vous soyez avec moi. Personne ne m'a sollicité. Vous voyez, ni moi, ni mon appareil, ni par personne interposée. Je me suis dit, vraiment, ils n'ont pas besoin de moi. Vous voyez, je suis... Alors, ça relève de quoi tout cela? Une mauvaise analyse de la scène politique par les candidats ou un manque d'éducation à la politique pour les candidats? Moi, je ne pense pas que ce soit une mauvaise analyse, ni un manque d'éducation. Vous savez, c'est quand même des intellectuels qui sont à la tête de ces partis qui étaient... et moi, je ne crois pas ça. Je crois qu'il y avait davantage de mauvaise foi, un peu d'égoïsme et aussi un peu d'égocentrisme aussi. Un peu d'égocentrisme parce que tout le monde pensait que c'est mon tour, je peux être président. Vous voyez? Parce que le président Biya nous a montré ces 7 dernières années, il a jeté le pouvoir dans la rue en fait. C'est-à-dire, à travers son retrait, tout le monde s'est mis dans l'idée qu'il suffit seulement d'un peu d'effort et je peux moi aussi être président de la République. Vous voyez, le professeur Maurice Kamto, il faisait déjà le travail à son niveau et puis d'autres se disaient si ce n'est lui, il est éliminé. Et les gens avaient fait des équations. S'il est éliminé, c'est moi qui suis le prochain candidat proéminent de l'opposition. Je peux m'avancer et puis tout le monde sera obligé d'être derrière moi, faute d'autres candidats pertinents. Vous voyez? Donc les gens avaient fait leurs équations. Il y en avait qui étaient les nouveaux, on parlait des jeunes, hein, qui étaient les nouveaux, ils se disaient, bon, je voyais d'autres écrivaient que c'est dont la prophétie que Oumiobe parlait, un jeune qui sort du ventre de l'avion avec un sanja et tout ça. Donc vous voyez, c'était incroyable. C'était incroyable. Donc je me suis dit, dans cette atmosphère, il vaut mieux les laisser venir vers moi s'ils pensent que je peux leur apporter quelque chose et ne pas forcer pour aller vers eux, pour ne pas leur donner des idées contre nature. Et personne n'est venu. Personne n'est venu vers moi, mais je dois aussi avouer quand même, que le candidat Iodi, il m'avait approché deux fois, bon, il n'a pas eu le temps matériel, parce que je crois qu'à chaque fois il s'est excusé, il n'a pas eu le temps matériel lorsqu'il venait à Yaoundé de me rencontrer, donc il faut le dire honnêtement. J'avais été aussi en contact avec le candidat Matomba, bon après, bon, on ne s'est plus vraiment saisi, et bon, j'ai laissé tomber, voilà. D'accord, on a donc ces résultats.
avec Paul Biya déclaré vainqueur, 53,66%. Issa Tiroma Bakari, deuxième à cette course au fauteuil présidentiel avec plus de 35%. Le troisième vient un peu plus bas, Cabral Libye. Lorsque vous analysez ces résultats, le président Biya gagne. Pourquoi Issa Tiroma est deuxième? Pourquoi? Non, c'est facilement compréhensible. On n'a pas besoin d'être un politologue ou un intellectuel de haut vol pour comprendre. Comme je l'ai dit, le président a laissé le pouvoir à la rue. Et il a négligé son pouvoir, il s'est retiré, il a laissé tout le monde faire ce qu'il veut dans son gouvernement. Et le peuple en a pris des têtes en termes de colère. Et donc, c'est dit, c'est le moment venu de le sanctionner. S'il ne fait rien pour changer les choses, et effectivement, il est resté sans rien faire. Vous voyez? Et à dessein, peut-être, on pourra en parler peut-être dans la suite. Mais le fond de l'affaire, c'est que l'élection du 12 octobre a été un moyen pour le peuple d'envoyer un message clair au président. Sous quelle forme? C'est-à-dire, le premier message du peuple, c'était de dire faites attention, monsieur le président, nous ne sommes plus avec vous. Nous ne sommes plus avec vous. Le deuxième message, c'était vraiment, on va dire ça comme ça, en votre sanction. Pour vous dire que même si vous arrivez à tripatouiller l'élection comme à chaque élection, les sept élections passées, nous pouvons surveiller notre vote et veiller à ce que le résultat des urnes soit effectivement répercuté dans les médias et connu du monde entier. Ça, c'était le deuxième message. Et que nous sommes capables de choisir n'importe qui, selon nos humeurs, nous, le peuple camerounais, et à tout moment. C'était ça les trois principaux messages. Les slogans incroyables. Oui, et à ce moment, et on a compris effectivement qu'à ce moment, et vous comprenez l'analyse que les autres candidats en avaient, c'est-à-dire qu'il suffit d'un peu d'effort et je peux occuper la place de Paul Biya, puisque n'importe qui arrivait et qui faisait un peu d'effort dans l'investissement de sa campagne, sur sa personne, ainsi de suite, simplement ravissait ce vent de colère-là. Et ça veut dire que Valère Bessala considère les 53,66% de Paul Biya comme un petit score. Mais oui, l'homme a toujours eu pratiquement des scores à la soviétique ou à la semi-soviétique. Si on s'en tient en 2018 avec 71%. Presque un échec. C'est pas presque un échec, c'est un échec. C'est un échec. Si vous voyez l'homme... C'est quand même une majorité absolue. Oui, majorité absolue, 50 plus 1, mais d'accord, on est dans une élection de majorité relative. C'est-à-dire que quelqu'un peut même gagner 92, le président avait gagné avec 39%, Froundi avec 36%. On peut même gagner l'élection avec 10% au Cameroun. Donc, le problème n'est pas là. Le problème, c'est l'évaluation de ce que le président de la République a souvent eu, la comparaison des résultats qu'il a souvent eu, les chiffres, et les derniers chiffres qu'il a eu. Parce que le dernier chiffre qu'il a eu est celui qui se rapproche davantage de l'élection de 1992, c'est-à-dire de 39%. Vous voyez? Et depuis 92, il n'avait plus jamais eu ce chiffre-là, que ce soit 97, 2004, 2011 et 2018. Vous voyez? Donc, c'est un échec. C'est un échec. Donc moi je crois que c'était ça ce qui le peuple avait renvoyé comme message au président de la République et je crois que l'histoire nous a donné effectivement, enfin nous donne actuellement raison. Alors qu'est-ce qui a joué contre le président Biya? Le RDPC n'est-il plus cette grosse machine capable de gagner une élection seulement avec ses propres militants et ses propres cadres? L'absence de Paul Biya lui-même sur le terrain, la colère ou une certaine force de l'opposition, c'est lorsqu'on additionne quand même le chiffre réalisé par l'opposition, on n'est pas loin de faire un 50-50 avec le président Biya. Non, moi je commence par la fin de votre question. Moi je ne veux pas dire une certaine force de l'opposition. L'opposition n'est pas encore forte. L'opposition n'est pas encore forte parce que le seul élément qui fera la force de l'opposition, c'est le consensus, le rapprochement des leaders, le rapprochement même des idéologies, le rapprochement des méthodes et surtout la mise en commun des forces, vous voyez. Mais l'opposition n'est pas encore forte. Mais l'opposition a beaucoup travaillé ces 7 dernières années pour réveiller le peuple, que ce soit moi, que ce soit les autres leaders de l'opposition. On s'est fâché aux côtés du peuple, on a suivi le peuple, ainsi de suite. Donc, moi je dirais que l'opposition, c'est pas parce que l'opposition est forte qu'on a eu ce résultat, non. C'est parce que le peuple a pris conscience de ses difficultés, a pris conscience de son abandon par le président de la République, par celui à qui il avait donné l'élection. Il a pris conscience de cet abandon pendant 7 ans, où celui à qui il a donné l'élection en 2018 a pris cette élection et l'a donnée à des individus à qui il n'a jamais donné cette élection. Vous voyez, des individus que la Constitution ne connaît pas. Vous voyez, en tant qu'individu, le président s'est retiré. Et ces mêmes individus, c'est eux qui l'ont accompagné jusqu'à la prochaine élection pour demander encore un autre mandat. Vous voyez, le peuple a cru effectivement que le président s'en moquait et donc a décidé de le sanctionner. Moi, je crois que c'est davantage cet élément-là. Maintenant, comme je l'ai dit, la scène était ouverte, tout le monde pouvait en profiter. Alors, on voit donc ces résultats. Il y a un leader politique qui estime que l'opposition a perdu ce qui aurait dû être l'élection la plus facile au regard justement de la colère du peuple. Je suis d'accord.
Je suis d'accord parce que pour moi, dans la logique jeune que j'ai et pour laquelle je me bats depuis des années, j'estime que cette élection a été volée à la jeune génération. Elle a été volée à la jeune génération, non seulement par Paul Biya, vous voyez, mais par les leaders de l'opposition. Pourquoi? Parce que vous imaginez, je vois déjà, vous nous amenez dans un sujet, le sujet actuel. J'ai dit aux aînés tout le temps que nous avons fonctionné. Je leur ai dit, le moment est venu pour vous d'orchestrer, d'engager votre dernier round politique. Mais le dernier round politique dans l'opposition ne veut pas dire que vous soyez vous-même, vous prenez encore vous-même les devants. Parce que 92 a été votre meilleur score, votre meilleure actualité politique. 97, vous avez échoué. On reste seulement à l'élection présidentielle. 2004, vous avez manqué de vous réunir, de vous trouver un candidat consensuel, ainsi de suite. 2011, la même chose. 2018, vous avez même créé encore les G20 pour allier le pouvoir, ainsi de suite. Cette fois-ci, le président est fatigué, ça se voit. Il nous a même donné, à nous dans l'opposition, une sacrée banane. C'est-à-dire qu'il s'est retiré et a laissé le pays fonctionner tout seul, avec tous les marasmes, les scandales qu'on a eu. Donc on n'avait aucune raison de perdre cette élection-là. Il suffisait juste que nous choisissions un très bon candidat, ou bien de très bons profils, maximum 2 ou 3, que nous ayons un programme consensuel et un projet de société consensuel, et que le peuple nous voit tous ensemble, soudés, derrière au moins 2 ou 3 candidats qui, le moment venu, allaient encore s'entendre pour nous en donner un seul qui passerait la ligne d'arrivée. Vous voyez? Et vous vous imaginez que nous avons travaillé pendant cette année. Et en 2024, pendant que nous on a travaillé de 2022 sur Opposition Unie et Solidaire, vous en savez beaucoup, même au niveau du MRC, je crois qu'ils avaient aussi leur APC et tout ça. Bon, il y a eu des frictions et tout. Bon, ça, on finirait par s'entendre le moment venu. Mais des gens qui n'étaient jamais du combat du réveil du peuple, de la sensibilisation du peuple, se sont levés avec une affaire qu'on appelle le groupe de Douala. Le groupe de Douala, c'est-à-dire des gens de 92. Ils sont sortis du chapeau, ont créé le groupe de Douala, ont commencé à évoluer avec, et ont éliminé toutes les initiatives qui avaient déjà été faites dans ce sens-là, dans le sens de nous amener à choisir, à aller en rang uni vers cette affaire-là. Conséquence, c'est quoi? Quand tout est éliminé, là je vous raconte encore l'histoire que vous connaissez déjà. Absolument. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait chercher les 2 nouveaux qui étaient sortis du gouvernement. Un fait incompréhensible. C'est-à-dire des gens qui étaient calfeutrés dans le gouvernement pendant 7 ans quand nous combattions, nous éveillons le peuple, et qui sont sortis du chapeau 2 mois avant pour se dire candidats des sauveurs du peuple. Les mêmes de 92, c'est-à-dire leurs amis, sont allés d'abord vers le premier, l'aîné, Bello, et ensuite ont vu qu'il était tiède. Ils ont décidé d'aller vers l'autre, Tiroma, parce qu'il le trouvait un peu plus agité, un peu plus... C'est même de 92, c'est Anissé Kane, c'est Njo Kamcham. Oui, vous mettez les noms à cela pour qu'on se comprenne. Absolument. Et moi, je leur ai dit, pour ceux qui m'ont approché, je leur ai dit, vraiment, je ne peux pas faire ça. Vous voyez, je ne peux pas faire ça pour plusieurs raisons. Pour le dernier candidat qu'ils avaient choisi, puisque sur lequel ils étaient calés, je leur ai dit, un monsieur clivant, clivé, ça ne peut pas donner. Un monsieur qui n'a pas de parole. Qui n'a pas de parole. Qu'est-ce qui nous prouve que, avec la langue qu'il a retournée à chaque fois depuis longtemps, il ne va pas retourner cette même langue-là encore le moment venu, peut-être si on s'engage derrière lui et nous abandonner au carrefour. Je crois peut-être qu'on ira plus au fond de ce sujet-là et on comprendra davantage ce qui s'est passé. Vous voyez? Et puis au fond, moi je me suis dit, j'ai dit non. Le combat, l'élection de 2025, du 12 octobre 2025, est une élection que doit porter un profil combattant. De ces 7 dernières années, un profil combattant que l'on a vu. Que ce soit chez les aînés, que ce soit dans la jeunesse, vous voyez, mais un profil combattant, c'est-à-dire un profil qu'on a vu sur le terrain, vous voyez, dont on connaît le langage, dont on connaît le projet, dont on connaît le programme, dont on connaît le profil, vous voyez, et dont on connaît même la teneur des idées, du comportement, vous voyez, et même, je vais dire quelque chose dont on connaît l'arrogance politique vis-à-vis du pouvoir en place. Mais alors, celui-là, j'ai compris qu'ils ont fait une affaire d'amis, et puis ils ont voulu nous embarquer dans cette histoire-là. Moi, j'ai dit, c'est pour ça que j'ai engagé le boycott, j'ai dit à la jeunesse, si les aînés au pouvoir ont décidé d'éliminer tout ce qui bouge en face, c'est pas leurs amis, ils ont sorti leurs amis du chapeau, et les amis de 90 ont suivi cet ami-là. Ça veut dire 2 choses. Ce que vous avez cité là, soit ils sont complices avec le pouvoir pour dérouter tous les efforts de l'opposition vers leurs amis, afin de jouer le jeu du pouvoir, et donc moi je ne peux pas entrer dans cette logique. Aujourd'hui, sur cette hypothèse-là, elle tient, elle peut tenir, soit ils sont des amis du pouvoir et se sont alliés à un ancien du pouvoir pour dérouter?
Mais les deux hypothèses tiennent, puisque ce que nous voyons aujourd'hui ne peut pas passer. C'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui, c'est une grosse déception. Alors, il a quand même 35%, Issa Chiroma Bakary. N'importe qui aurait pu avoir 35%. Vous lisez ces 35%, comment? N'importe qui, je l'ai déjà lu. Ça se baladait. N'importe, oui, il est 35% et même plus. Hein. Mais les autres ne l'ont pas eu. Je dirais même que, et même n'en plus. ont pas eu. 35% et même plus se balader comme ça, dans les airs. Puisque toute la colère, nous l'avons suscitée auprès du peuple. Nous avons réveillé le peuple. Tout ce que le peuple attendait, c'est une seule personne pour porter sa colère et la transformer en chiffres. Vous voyez? Et cette personne-là, ça a été Et curieusement... le pouvoir a parfaitement compris l'affaire. Il fallait couper la tête de Kamto. Il fallait couper sa tête. Une fois, d'ailleurs, je crois que le président, dit-on, c'est un adepte de Machiavel. Machiavel dit clairement que coupez la tête du berger et vous aurez la masse du troupeau. C'est tout, vous disperserez le troupeau. Coupez la tête du leader et les masses seront dispersées, aussi simple que pour ça. Cette élection qui était annoncée comme facile pour l'opposition, si Kamto avait été là, l'opposition aurait gagné. On aurait fait même meilleur score que 35. Meilleur score que 35. Mais la preuve, c'est que si le pouvoir pensait le contraire, pourquoi avoir éliminé le candidat du Manidem, qui était Maurice Kamto? Vous voyez? Parce qu'ils étaient sûrs que les 35% et plus, je dis bien, se baladaient. Et je veux même dire que ce candidat a eu 35% parce que son profil était clivant. Si on avait eu un candidat au profil vraiment accepté par le peuple, ce n'est plus de ça que nous parlerons maintenant. Ça veut dire que vous ne considérez pas Issa Chiroma comme un opposant? Ah non. Non. Ah non. Pourtant, on a vu qu'il lance des appels, il les mobilise. Ah non, c'est pas dans la parole. Vraiment, si on va au fond, je vous dis une chose. Et vous considérez que c'est un vrai gâchis? Un sacré gâchis. Ils nous ont perdu une occasion précieuse pour le changement. Et d'ailleurs, je leur ai dit, et je profite encore pour le leur dire, 2025, le 12 octobre, était leur dernière chance, leur dernière ronde politique. Le mandat que le président a repris là, de force ou de gré, ils s'entendent entre eux. Moi, j'ai demandé le groupe boycott, je n'ai pas d'avis dessus. C'est un mandat qui est pour la jeunesse, c'est-à-dire que la jeunesse doit fourbir ses armes pour s'assurer qu'elle prendra le pouvoir aux prochaines élections. Vous voyez? Donc les aînés comprennent que c'était la fin, leur fin politique, qu'eux-mêmes ils ont travaillé sereinement. Maintenant, sur le candidat dont vous parlez, les faits sont là, monsieur Jean-Jacques Zéry. Ça aurait dû être un vendredi de deuil national aujourd'hui. J'ai cru que votre tenue était proche de ce deuil national. Un appel a été lancé par Issa Chiroma Bakary. On n'a pas senti un effet, tout comme les villes mortes récemment appelées. Ça veut dire quoi? Il y a une fissure, une cassure entre Issa Chiroma, voté à 35%, et le peuple. Est-ce que c'est la meilleure jauge possible de ce qu'il représente effectivement sur le plan politique? Non, moi je crois davantage que, je l'ai toujours dit aux aînés, même dans l'opposition, le peuple camerounais est plus intelligent que nous tous. Parce que les gens perçoivent toujours le peuple comme une foule bigarrée à laquelle on peut donner toute idée, introduire n'importe quelle idée et lui donner un sens. Non. Les gens ont pensé qu'ils instrumentalisaient le peuple et pourtant c'est le peuple qui les instrumentalisait. Et ce candidat dont vous parlez, il a pensé qu'il manipulait le peuple et pourtant c'est le peuple qui le manipulait. L'exemple, la réalité là. Le peuple a voulu sanctionner Paul Biya en donnant un score élevé à un opposant. Vous voyez? Mais le peuple n'a pas voulu suivre cet opposant, du moins ce deuxième arrivé à l'élection présidentielle dans ses pérégrinations post-électorales. Vous voyez? Comment vous pouvez trouver ça? Le peuple ne peut pas vous donner 35% et il ne vous suit pas dans tout ce qu'il a annoncé là. Vous comprenez? Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Et je crois que il a eu davantage de chance parce qu'il a brodé sur un lobby. Le lobby septentrional, c'est-à-dire que le lobby politique ou électoraliste septentrional, c'est-à-dire que le septentrion a toujours été évoqué et considéré comme la manne politique du pouvoir en place, du régime en place. Et lui, fils de là, il s'est dit, si je pars du septentrion, je suis d'abord un fils de là, je brode, j'arrive à prendre ou à capter un électorat de ce côté, je peux le compléter avec les 7 autres régions. C'était son équation simple, vous voyez. Cela lui a réussi. Mais il n'a pas compris une chose, c'est que le peuple, lui, dans sa colère,
voulait passer un message à celui à qui il a donné l'élection en 2018. Et il a passé son message 35%. Il a coupé la poire en deux, 35% et 53%. Mais il n'a pas voulu le suivre après, parce qu'en fait, non seulement il n'a pas voulu le suivre, mais les stratégies même de ceux qu'ils ont monté, insurrection, je sais pas, moi je n'appelle pas ça insurrection, j'appelle ça contestation populaire, n'ont pas été vraiment bien montées, puisque, bon, ma petite expérience, j'ai toujours dit, quand j'ai vu l'affaire, j'ai dit, ça là, ça ne peut aller nulle part. C'est-à-dire que la meilleure façon de faire échouer une révolution, c'est de la retourner contre le peuple lui-même. Le peuple qu'on veut défendre. On a l'impression que vous êtes en train de proclamer la mort politique de Issa Tiroma ou de Bello Bouba. Non, c'est fini. Mais je crois que Bello, lui, sait que d'ailleurs c'est fini. Depuis que lui, il est venu faire son tourisme, c'est terminé. D'ailleurs, vous n'entendez même plus tousser, ni un mot, et ainsi de suite, c'est terminé. Mais l'autre, c'est fini. Parce que si les informations... Tiroma, il n'y a plus d'issue. Si, non, c'est fini, c'est fini. Si les élections, enfin pas les élections, si l'information est claire, qu'il est sorti vraiment du pays, c'est terminé. C'est terminé. Parce que M. Jean Javé... Il n'a pas une capacité de négociation, il ne peut plus. Non. Vous savez, je suis formé dans le système. Oui. Vous voyez? Je travaille dans le système et je travaille dans un système encore profond. Vous me connaissez mieux que quiconque. Et il y a des signes que quand je les vois, je peux déjà vous dire sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, quel sera pratiquement le résultat. Alors, si vous me dites, je vais abréger, si vous me dites, un leader a eu 35% et il a réussi à quitter le pays, je me pose des questions. Première question, comment il a fait? Parce que Tiroma, ce n'est pas une aiguille qu'on va introduire dans une botte de foin. Tiroma est comme ce chameau qui ne peut pas passer inaperçu quelque part. Absolument. Et puis avec ce qu'il avait commencé comme bataille, contestation politique, tous les feux étaient braqués sur lui. Oui. Alors les services de renseignement, les services d'intelligence que je connais mieux, il est difficile d'échapper à ces services. Surtout dans ce genre de période. Ça veut dire que si Tiroma est sorti du pays, c'est avec la complicité. Ça veut dire que les services d'intelligence ont été débranchés de sa position. J'appelle ça débranché parce que les services d'enseignement ne négocient pas avec lui. Les services sont là pour le surveiller, veiller à ce qu'il soit toujours dans sa résidence à Garoua, qu'il n'en sorte pas. Et que s'il doit en sortir, il faut que des ordres viennent de plus haut. Absolument. Vous comprenez? Donc les services d'intelligence ont été débranchés, déconnectés de ce monsieur, et on lui a permis tranquillement de sortir. Donc si on vous a permis de sortir, ça veut dire que vous avez été aidé. Les gens ont entendu des choses, on me dit, oh, les Nigérians sont venus au Cameroun, les soldats, il y a une faction de soldats qui lui sont acquis, qui l'ont accompagné. Tout ça, c'est un langage qui a été construit pour ne pas dire au Cameroun, en fait, que le mec était en train d'abandonner la révolution. Non. Vous ne pouvez pas avoir 35% et quitter le pays. Pour aller où? Pour aller où? De deux, c'est que le président Paul Biya, ceci de particulier, c'est qu'il embrasse toujours ses ennemis pour mieux les étouffer. À supposer que Tiroma, ce candidat, était vraiment honnête dans son combat. Je dis à supposer, vous comprenez? Le président n'a jamais accepté que ses ennemis aillent hors du pays pour aboyer. La preuve, c'est que lorsqu'on l'a enlevé ministre des Transports en 1996, il a aboyé pratiquement 12 années, 2007 ou 2009, et le président de la République a dit ramenez-le dans le gouvernement. Contre même des avis d'une élite du Nord comme Marafa, qui était encore tout puissant à ce moment-là, qui était ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui voyait un danger. Je crois que les écrits sont là, où il a écrit une note et dit au président, c'est pas une bonne solution. Vous voyez? De trois, c'est que c'est un ancien, on va dire ça comme ça, entre guillemets, impliqué dans le putsch de 84. Donc vous imaginez que le président de la République est prêt à reproduire le putsch de 84 à la fin de sa vie? C'est très difficile, monsieur Jean-Jacques. C'est-à-dire de penser que quelqu'un qui l'avait foutu au Niouf, de 84 à 90, qui avait subi tous ces sévices-là, et qu'il a eu à retourner et à utiliser, il peut encore le laisser sortir du pays comme cela? Non, monsieur. Donc, et de 4, c'est que le ministre de la Défense que vous avez actuellement au Cameroun, c'est un monsieur particulier. Il a des méthodes assez singulières. J'ai eu l'occasion, c'est un administrateur civil principal à Haut-Réchelle. Ces méthodes me sont un tout petit peu connues. Vous voyez, c'est un monsieur qui n'est pas dupe. Vous voyez, on ne le trompe pas aussi facilement. Vous comprenez? Si Tiroma est sorti du pays, c'est qu'on a aussi débranché même le ministre de la Défense. Oui. Vous comprenez? Donc, voilà le fond de l'affaire. De 5, c'est que vous avez eu 35%, vous sortez du pays pour aller où? Ça veut dire que c'est le moment pour vous de mourir aux côtés du peuple. Oui. De mourir aux côtés du peuple, de sortir et de montrer au peuple que vous êtes avec lui, de montrer la poitrine. Vous voyez? C'est là où il faut peut-être le professeur Kamto. C'est-à-dire que du haut de ces 14% ou du bas de ces 14%, puisque nous parlons de 35% aujourd'hui, il est resté au pays.
Vous voyez, on est allé l'attraper, là on l'a attrapé, on l'a amené à Kondengui, il en est sorti. Bon, moi je m'occupe pas des histoires d'après, mais de toutes les façons, il est resté là. Il a mené le combat, vous comprenez? Mais lui, il s'en va où? Et vous savez que la révolution, je viens de le dire tout à l'heure, si vous voulez mettre fin à la révolution, d'ailleurs, même dans les guerres mythiques, gréco-romaines, ainsi de suite, il fallait juste couper la tête du roi, atteindre le roi ou l'abattre, c'était terminé. Les troupes s'agenouillaient et faisaient allégeance au roi qui avait remporté la victoire. Aussi simple que ça. Alors, quand vous partez, vous allez où? Vous laissez les populations. Alors, vous croyez que à ce niveau-là, on peut analyser l'affaire comment? Prenons un autre indice. Si vous dites que vous avez demandé aux gens de sortir pour revendiquer leur victoire, vous savez, en matière de révolution, sortir la population de leur case pour aller manifester coûte très cher. C'est-à-dire les éléments ou les carburants, on les appelle les carburants, c'est-à-dire les éléments dans la population. On a utilisé des motomanes, on a utilisé des commerçants, on a utilisé des gens sur Internet, sur la toile, ainsi de suite pour chauffer. Ça coûte cher parce qu'en fait, il faut des motivations. Et les retirer de la scène, c'est bien, mais les faire ressortir coûte encore plus cher. Alors, dire aux gens sortez pour revendiquer la victoire, on a fait 1 semaine ou 2 semaines comme ça, et puis vous débranchez l'affaire, vous dites non, vous restez maintenant chez vous. Attention, comment? On reste chez nous comment? Quand on a commencé, on doit aller. On doit continuer seulement. Et quand vous leur demandez de rester à la maison, vous leur dites ville morte de lundi à mercredi, et curieusement, c'est la veille du 6 novembre où le président, lui, doit sortir pour aller récupérer encore son écharpe de grand cordon. Vous voyez? Il y a un problème. Il y a un problème. Alors qu'on aurait voulu que les villes mortes, justement, soient étalées jusqu'à vendredi et que le président sorte et qu'il voit effectivement qu'il n'y a personne dehors. Il y a un désert. Ça veut dire qu'on comprend qu'il y a eu des ententes. Je peux sortir, il y a tellement d'éléments, mais je sors avec un dernier élément pour vous dire que ce qui se passe maintenant, quand il sort du territoire, c'est simplement que quand vous regardez les accords, il y a forcément, je ressens, il y a des signes qui me le disent qu'un accord a été passé pour que son parti n'aille pas aux législatives municipales. Et comme donc, il ne peut pas rester au pays et dire à ses militants et à ceux qui entrent dans le parti, dire que je ne peux pas vous investir parce que je refuse d'y aller, comme toi dit en 2020, boycott, 2019, fin 2019, boycott, vous voyez, il ne peut pas faire la même chose. On trouverait cela curieux. C'est-à-dire que l'élan de 35% de 2025 aurait pu être le meilleur pour vous permettre d'envahir l'Assemblée nationale, puisque l'UNDP en a profité en 1992, aux législatives de 1992. Vous voyez un peu? Donc, dans le deal, vous comprenez que on le fait sortir et il va justifier notablement que un exilé ne peut pas signer d'investiture étant à l'extérieur pour que son parti aille aux élections. Donc vous voyez qu'il est entre le feu et l'enclume, entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire à ceux qui l'accompagnent et qui croient encore à cette affaire-là que les gars, vous voyez, l'affaire-là est terminée. Sinon, il a ses biens ici, il a la famille, ainsi de suite. Il ne peut pas aussi dire aux gens d'en haut, je suis sérieux dans mon combat. Sinon, il deviendra pratiquement un apatride, puisque je vois difficilement un pays en Afrique qui peut accepter que quelqu'un qui sort du Cameroun avec une telle étiquette puisse vivre sous son toit. D'accord. On va parler quand même de l'impact de Issa Chiroma dans cette élection, notamment dans le Septentrion, et de Beroukba Maïgari, où le président Biya a eu maille à partir. Il a quand même eu de l'avance dans l'extrême nord, mais dans l'Adamawa et le nord, et particulièrement dans la Benoué, c'était pas évident. Salut, j'ai besoin d'être en contact avec notre invité. Il est l'avenir du Cameroun. Si l'homme camerounais va se réveiller, je m'appelle Saïdou Souaïbou. J'aime son franc-parler. Il continue à sensibiliser la population. C'est Saïdou, il écrit depuis le Ghana. Voilà, le plus 233, c'est du côté du Ghana. Bonsoir à vous là-bas, bonsoir à vous en studio. J'ai une question à l'endroit de M. Valère Bessala. Si aujourd'hui on vous demande d'intégrer le gouvernement, est-ce que vous serez d'accord? Éric Martial, on reviendra sur la question tout à l'heure. On parcourt rapidement quelques autres messages. C'est Martin depuis Ngaoundéré, très belle analyse de Valère Bessala. Une question, est-ce que Cabral est sur la ligne d'un vrai opposant? Vous noterez cela parce que vous avez l'impression que vous faisiez une classification des opposants. Bonsoir à vous, Jean-Jacques Zé, et à votre invité. J'étais très content et avait déjà commencé à aimer la politique grâce à M. Valère Bessala. Et j'étais aussi prêt à soutenir la candidature de Valère. Mais après avoir lu son projet politique, plus particulièrement la partie où il voulait légaliser la polyandrie, une fois accédé à la magistrature suprême, j'étais choqué. Et il a certainement tourné le dos à Valère Bessala après avoir lu cela. Est-ce qu'on prendra un ou deux autres messages, Valère Bessala?
sur Cabral Libye, est-ce que vous considérez que c'est un vrai opposant? Non, je ne peux pas, je ne suis pas celui qui donne des points à qui que ce soit. Vous voulez pas vous exprimer là-dessus? Non, je n'ai pas besoin de dire que tel est vrai, ou je crois que lui, pendant la campagne, a dit il y a les bons, il y a les mauvais. Non, moi, je ne suis pas dedans. Vous savez, nous sommes dans un combat, nous menons ce combat. Et c'est le peuple qui voit en nous. Parce que je dis toujours que les gens pensent que quand nous venons, vous m'invitez comme vous m'invitez, et que je viens faire ma comédie là, et ainsi de suite. Vous faites pas la comédie. Les gens, non, je parle comme ça parce qu'il y en a qui pensent que nous venons ici parce que nous n'avons rien à faire. Vous voyez, que nous voulons nous pavaner, nous montrer à la télé, ainsi de suite. Non. Ceux qui nous voient là, voient mieux en nous que nous-mêmes nous nous voyons en nous. Vous voyez? Donc je n'ai pas à juger qui que ce soit dans son combat. Je n'ai jamais amené quelqu'un en politique. Vous voyez, je suis venu en politique parce que j'avais des convictions. J'ai abandonné ce que j'avais abandonné. Vous connaissez toute ma vie. Vous voyez, du moins ma carrière et tout ça. Donc je ne suis pas là pour dire que tel opposant. Vous avez perdu un militant parce que vous avez évoqué dans votre programme la polyandrie. On l'avait déjà expliqué. S'il n'a pas compris, il n'a pas compris vraiment. Mais il comprendra plus tard. D'accord. Sur l'impact de Issa Tiroma et de Bello Bouba, on dira quand même que le retrait du gouvernement, la rupture de l'alliance avec Paul Biya a quand même compliqué l'élection de Paul Biya au Septentrion. Oui, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça parce que si vous regardez la région de l'extrême nord, où vraiment ça s'est joué au coude à coude, avec d'ailleurs les fraudes et tout habituelles qui ont été orchestrées dans ce sens-là. Vous regardez la région de l'Adamawa, c'est pratiquement aussi la même chose, même si la région de l'Adamawa est davantage un peu plus mélangée et connaît davantage moins d'emprise des islamo-peuls, mais on a vu quand même que cela a été fait comme d'habitude par le parti au pouvoir. On a vu aussi dans la région du Nord que on a risqué aussi, le parti au pouvoir frôlait aussi la catastrophe. Là, j'insiste sur frôler la catastrophe parce que ça n'a pas été tout à fait ça. Parce que même si les gens pensent que le candidat Issa Tiroma, il est certes de la région du Nord, ainsi de suite. Mais quand vous regardez les résultats au fond, vous vous rendez compte qu'il a eu des difficultés dans la zone. C'est même la zone où il a eu davantage de difficultés si on prend les trois régions à titre principal. Oui. Donc je ne dirais pas cela comme ça. Je dirais plutôt que le régime s'en est tiré avec ses moyens habituels. La fraude et tout ça, mais il y a des acteurs qui ont travaillé quand même. Il y a des acteurs qui ont travaillé à lever le lièvre du régime, Dans le Grand Septentrion ou particulièrement dans le Nord? Non, moi je vais dire dans le Nord parce que l'extrême Nord est tombé. Hein. D'accord. L'extrême Nord est tombé. Alors vous imaginez Paul Biya perdre Bello, il perd Tiroma, il lui reste quoi? Votre question me renvoie en fait à une recomposition de l'élite politique. C'est-à-dire que vous voulez qu'on essaie d'élaborer sur la recomposition de l'élite politique parce qu'en fait, autant la recomposition devrait être naturelle qu'elle devrait être particulière dans ces trois régions. Vous voyez? Et là, on va le voir clairement. À Yann-Luc, je crois qu'on est en train de l'inhumer, ou c'est ce week-end, je crois. Je crois qu'on est en train de l'inhumer ce week-end. Alors, vous savez que c'est l'un des parrains de ce régime. On ne pouvait pas être ministre dans cette région-là, qu'on soit tout pourri, Massa ou je ne sais pas qui. Il y en a des ministres qui lui sont absolument redevables, c'est-à-dire des filleuls. Il y a le président de l'Assemblée nationale qui est encore là, vous voyez, qui décide encore de qui peut être quoi et quoi. Bon, mais les pierres, je crois qu'il est très léger désormais. Il a été affaibli par d'autres jeunes aux dents longues. Mais dans la région du Nord, nous avons ceci de particulier que c'est le fief du président, du premier président. Oui. Le fief du premier président. Et il y a ceci de particulier qu'on avait des élites majeures. Bello Bouba Maïgari, qui est un prince, le prince de Bachéo. Oui. Nous avions Marafa, il est emprisonné, mais on a encore quand même des relents là-bas, des gens qui continuent encore à y croire, malgré qu'ils soient embastillés. Vous voyez? Et puis, vous avez le ministre de l'Agriculture. Gabriel Bayrobé. Qui est un laka. Oui. Qui est un laka. Il n'est pas un islamopole. Il est un laka. Vous voyez? Et vous avez donc Issa Tiroma. Vous voyez que le président a joué des coudes en privilégiant son frère habituel, c'est-à-dire Bello, puisque c'est son frère, on m'a dit ça comme ça, et en faisant monter Tiroma, qui en fait pour le président de la République dans l'analyse était un facteur neutralisant de Bello. Oui. C'est-à-dire que quand vous voyez pourquoi le président a fait monter Tiroma, ce n'est pas tellement parce qu'il voulait en faire un ministre. Hein. C'est parce que, un, c'est un ancien putschiste, il faut le garder près de soi pour l'étouffer. De deux, c'est que Tiroma étant ministre, Bello allait se tenir tranquille. C'est-à-dire qu'il était pratiquement l'antidote.
de Bello. C'est-à-dire que Bello qui bouge, Chiroma peut nettoyer les traces. Vous voyez? Mais au fond, on se rend donc maintenant compte qu'avec la sortie qui est finie en pchit de Bello et de Chiroma, il y a une nécessité de recomposition. Nous allons donc voir par exemple que... D'où la question posée à le Saint, est-ce qu'on peut reconquérir avec cette recomposition? Oui, cela peut être reconquis. Hein. Cela peut être reconquis, mais à condition. Est-ce que le président est même encore, assez conscient de ce qui doit être fait sur place? Il connaît même encore la nouvelle génération. Bon, alors allons-y un peu. C'est une région où j'ai travaillé comme inspecteur régional. Justement. Chargé de l'administration préfectorale, service du gouverneur. C'était d'ailleurs mon dernier poste, que je connais très bien. Et je vais vous dire une chose elle a toujours souffert de quelque chose. C'est des élites qui sont parachutées aux affaires sans vraiment avoir un poids politique concret. Oui. Par exemple, dans cette région, je vais vous dire par exemple qu'il y a des élites là-bas, une élite particulièrement, ou des élites, mais j'ai quand même eu l'occasion de voir une élite. Je crois qu'il est, il est à la SIC, je crois. Le directeur général de la SIC, oui, il est du Nord. Docteur Amadou Sardaouna. Amadou Sardaouna, oui. Je crois que j'ai eu... Le du Nord, effectivement, de la Benoué. Je l'ai côtoyé quand j'étais là-bas. Je ne l'ai pas côtoyé, mais je veux dire que je l'ai suivi parce que quand on est dans l'administration, on connaît toutes les élites, on sait ce qu'elles font sur place. Et c'est une élite particulièrement qui m'a captivé. C'est-à-dire qu'il a fait un parcours assez particulier au ministère du Développement urbain depuis 1993, sorti de l'école, et ainsi de suite. Mais qui a ceci de particulier qui est très apprécié localement. Valère, dans la région du Nord. Valère, on a reçu un message juste lorsqu'on a commencé à diffuser la bande-annonce où un certain Alima a appelé, pas un message, il a appelé pour dire que vraiment, je viens de suivre votre bande-annonce, mais quand vous parlez du Nord, là, il y a une personne, M. Sardaouna, vous le connaissez? Il dit oui, je le connais. Je ne suis donc pas le seul. Non, il m'a juste avant. Je ne suis donc pas le seul. Oui. Mais c'est un monsieur qui a souvent subi des fortunes, des fortunes assez diverses et assez malheureuses. Et je dois avouer que bon, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, que est-ce que Biya a encore même suffisamment d'énergie et de vue pour pouvoir voir que dans le Nord, il y a encore vraiment des gens. Parce que je me dis que s'il réussit à responsabiliser, par exemple, ce genre de profil dont nous parlons, monsieur Sardaouna, je crois qu'il peut relever quelque chose. Vous voyez, parce que on a un déficit maintenant, si Bello s'en va, du moins, même s'il est maintenu au gouvernement ou il revient au gouvernement, vous voyez, il ne vaut plus rien. Oui. Il ne vaut plus rien. Chiroma déjà en exil, je vois difficilement comment on pourra encore le rappeler. Bon, on sait que les choses de ce pays, vraiment, il ne faut jamais... Mais c'est difficile. Cette affaire-là. Donc, il restera forcément cela. Il faut une élite comme celle-là. Donc, moi, je vois que c'est le profil le plus important que je vois dans cette zone-là. Et d'ailleurs, quand vous suivez les résultats, c'est le seul qui a gagné les élections dans son village. Oui. Parce que quand on est le Nord, moi je suis le Nord, l'extrême Nord, la Damawa, c'est des régions qui me sont restées les régions de cœur. Donc chaque fois qu'il y a un événement, je suis attentif. C'est le seul qui a gagné l'élection dans son village. Chiroma n'a même pas gagné l'élection dans son propre village. Ah non, non. Les résultats sont là. Oui. Chiroma n'a pas gagné des élections dans son propre village. Bon, je ne sais pas s'il y a eu fraude, mais je sais qu'il n'a pas gagné. Je m'en tiens aux résultats officiels. Vous voyez? Donc, vous voyez que c'est un monsieur qui a porté beaucoup de choses dans cette zone-là, et qui justement est très apprécié. Et je crois qu'il fait aussi un excellent travail. Vous avez dit qu'il a la SIC. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est son parcours. Vous savez que je suis un peu... je suis captif du savoir. Je suis captif du savoir et je suis très sensible à ceux qui connaissent. À ceux qui connaissent et je suis sensible aux flammes. C'est un monsieur qui m'a intéressé quand je faisais ma tournée d'inspection à Garoua et que je parcourais les arrondissements. Chaque arrondissement, j'ai parcouru chaque arrondissement. Le Nord, la région du Nord, 21 arrondissements. 21 arrondissements. Et pour 4 départements. Et je m'étais rendu compte que quand j'étais arrivé un peu dans sa zone, je m'étais rendu compte que difficilement on avait parlé d'une élite positivement. Difficilement. Je vais même vous dire quelque chose. Même le Lamido de Rebouba n'est pas, comment dire ça, ne connaît pas une belle actualité de verbe de ces populations. Ce monsieur m'a pratiquement émerveillé par cela. Et je vais encore dire quelque chose, c'est que après lui, vous avez eu aussi Marafa. Marafa qui reste présent dans la zone. C'est-à-dire en termes de ce que les gens pensent de lui, des espoirs que les gens ont fondés sur lui, et qui espèrent qu'en fait, si jamais il ressortait, même dans n'importe quel état, il pourrait encore faire quelque chose. Donc je crois que c'est un... Parce qu'on a vu dans les messages, parlant justement du DG de la Société immobilière du Cameroun, la SIC, que même pendant la crise post-électorale qu'on a connue, il a eu à mener des actions qui ont calmé les jeunes, les communautés de ce côté-là, et que en termes d'amour, d'affection, il apparaît comme le profil
le plus aimé, le plus apprécié. Mais il va rester que quand on parle de Dr Sardaouna, on regarde la société immobilière du Cameroun, on attend plus de logements, on attend la réflexion des anciens, des vieux canciques. Est-ce que ça ne peut pas être des questions qu'on posera au quotidien? Est-ce que là-bas, ça a marché? Bon, je vais quand même vous dire une chose. Je ne sais pas pourquoi vous insistez sur ce profil. Bon, moi, ça ne me dérange pas. On est dans le décryptage total. Non, je dis que je ne sais pas, mais moi, ça m'intéresse parce que c'est quelqu'un dont je peux parler tranquillement, parce que j'ai un peu connu son travail à distance. Donc, et c'est un profil qui m'intéresse aussi. Je pense que pour demain, dans le Septentrion, c'est quelqu'un dont la voix peut compter. Maintenant, mon problème, quand vous évoquez le sujet tel que vous évoquez là, mon problème c'est, est-ce que c'est du genre de personne que les gens la veulent en haut? Vous voyez, je vais vous raconter une anecdote. L'année dernière, nous parlions des logements, je ne sais plus sur quel plateau, et j'avais évoqué la question des logements. Et je mettais en qui des bisbilles qu'il y avait entre justement le ministre du Développement urbain, qui est une dame d'ailleurs, et le directeur général de la SIC. Et j'avais établi effectivement que le directeur général de la SIC, on ne le laisse pas travailler. On ne le laisse pas travailler parce qu'en fait, l'argent des logements qui est fourni par des bailleurs de fonds est accaparé par le ministère du Développement urbain qui pense qu'en fait c'est une manne qu'on doit confier à la belle famille. Vous savez que les gens, on est mariés aux Français, on est ci, cela, et donc dans les marchés à Razel. Donc, et j'étais allé au fond du sujet, et j'étais allé tellement au fond du sujet que après le programme, j'ai eu des tonnes de bois verts et qui venaient, bon, d'autres venaient me disaient, bon, ils sont contents qu'on ait touché de l'affaire du doigt, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le fond de l'affaire, c'est quoi, monsieur Zhang Jacques? Vous êtes en train d'évoquer les changements qui peuvent survenir. Pour moi, je répète, Biya n'a plus la force suffisante pour faire quoi que ce soit en termes de changement. Un. De deux, les parrains que Biya utilisait dans chaque région pour identifier la jeunesse ou alors les élites prometteuses qui peuvent être associées au changement, tous ces parents sont partis. Et pour la région du Nord, il n'y en a pas vraiment eu de parents. Hein. Il n'y en a pas eu de parents. Le parent qu'il avait encore pour la région du Nord, c'était le père du Lamido de Rebouba. Actuellement, qui était décédé, je crois qu'il est décédé à la fin des années 2010 là. 2010. Donc c'était lui qui lui permettait encore au moins de pouvoir voir dans la région du Nord qui peut faire quoi. Bello, lui, on sait qu'il n'y a que lui, il est prince, et puis il mérite sa place, ainsi de suite. Donc il y en avait vraiment, il n'a plus de parents. Et donc, est-ce qu'il a encore la hauteur suffisante pour voir un tel profil? Vous voyez, c'est ça ma question. De deux, est-ce que Biya peut sortir encore de l'escarcelle de son entourage, de ses intimes, qui ont pris pratiquement sur eux de faire une bonne partie, 80% du gouvernement à sa place? Parce que Biya, pour lui, au ministre de la Défense, d'accord, il le connaît. Le ministre de la Justice, d'ailleurs, c'est son ami. Vous voyez? Bon, on va encore même citer quel ministre même. À part le ministre du Travail, Grégoire Ouna. Bon, peut-être. Travail même, c'est rien. On va dire qu'il garde celui-là parce qu'il le connaît des visus et qu'il participe grandement aux affaires du parti. Vous voyez un peu? À part les deux là. Les autres, c'est ses collaborateurs qui les saisissent, qui les choisissent, ainsi de suite. Et on sait quand un collaborateur, un ange vient choisir un humain, vous comprenez que c'est en fait l'ange qui devient le dieu de cet humain. Vous comprenez? Donc mon problème c'est, est-ce que ceux-là vont vraiment encore dire au président que dans la région du Nord, pour rattraper l'anguille sous roche que Tiroma a planté dans cette affaire-là, avec l'échec de Bello Bouba, il faudrait peut-être des profils comme celui-là. Bon, moi je n'en sais rien. Mais vous savez aussi que dans le développement urbain, qui est la tutelle technique de la SIC que dirige ce monsieur-là, vous savez aussi que là-bas, le ministre se revendique d'un parrainage qui soit très proche du président, qui vient de la cuisine. Ça devient très compliqué. Déjà, quand j'avais évoqué ce sujet l'année dernière, j'étais allé jusque-là, hein, parce que moi, j'en appelais la première dame de comprendre qu'en fait, il y a des choses qu'il faut libérer. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être partout à la fois. Et je crois que c'est l'appel que je vais encore leur donner aujourd'hui à la première dame et à tout son entourage, de comprendre que le président vous a donné 7 années pour faire du Cameroun ce que vous vouliez. Les affaires Savannah, que vous connaissez. Glencore, que vous connaissez, les détournements dans le pétrole, de l'argent qui a voyagé, ainsi de suite. Les affaires Kangate, Covid-Gate, ainsi de suite. Sans compter les corruptions, les versements de sous, des bakchiches, ainsi de suite. Il vous a laissé 7 années pour faire du Cameroun ce que vous vouliez. Ces 7 dernières années, on espère que ce seront vraiment les 7 dernières années du mandat, du moins, de Paul Biya à la tête du Cameroun. Essayez de l'amener à travailler pour qu'il sorte par la grande porte, notamment en lui proposant, puisqu'il n'a plus cette force-là ni cette vue sur les élites montantes, en lui proposant des gens qui valent la peine.
Alors, pendant que vous parliez, merci à la réalisation d'avoir très rapidement trouvé un titre, parce qu'on a parlé de la SIC. Parfait Zambo nous a produit un sous-titre là-dessus, la SIC, une révolution silencieuse. On a vu des images qui circulaient là, les dernières dans l'actualité, étant relatives à cette opération de concertation pour la sécurisation du patrimoine de la SIC. Une brillante opération qui fait aujourd'hui que la SIC est désormais propriétaire des espaces fonciers qui étaient utilisés par des personnes sans droit, mais qui faisaient en sorte que la SIC puisse être en souffrance, ne pouvant pas jouir justement de ces espaces fonciers-là. On a vu également que les titres fonciers ont été remis au directeur général de la SIC par le ministre, le MINCAF, le ministre qui s'occupe des domaines et des affaires foncières. Et ces opérations, merci pour les images. Il faut également expulser ceux qui occupent à tort les espaces fonciers de la SIC et même des logements. Et en termes de logements, les anciens sont en train d'être refaits. Et puis vous avez des innovations comme du côté de Hippodrome où on a ce haut standing qui est désormais aménagé là-bas et dans une vision qui permet à ce qu'on paye le haut standing pour entretenir justement le bon vieux Kansik. Les 10 000 logements, on a pratiquement avancé du côté de Douala et autres. Il y a un bilan absolument intéressant. Merci de nous proposer à la réalisation quelques éléments d'information concernant justement ce que vous avez appelé vous-même la révolution silencieuse du côté de la SIC, qui ne souffre plus d'un déficit financier. Il n'y a plus la perfusion permanente des pouvoirs publics pour vivre et fonctionner de ce côté. On va découvrir également plusieurs autres messages qui viennent et qui accompagnent justement la vision de Valère Bessala, qui maîtrise la situation dans le Nord et la Benoué, et qui dit Paul Biya n'a pas perdu le Nord, il peut compter sur cette nouvelle élite-là. Oui, je crois que, puisqu'on est sur le sujet, les logements, ça me tient à cœur parce que dans le programme de Jouvence, on a fait une emphase sur les logements. On a fait aussi une emphase sur le titre foncier. C'est-à-dire que dans le programme de Jouvence à la présidentielle, nous prévoyons la spécialisation du titre foncier, c'est-à-dire un titre foncier industriel, un titre foncier coutumier, un titre foncier commercial, et ainsi de suite. Il y avait pratiquement 6 à 7 titres fonciers, c'est-à-dire que cette affaire d'un titre foncier qu'on récupère pendant des années a fini. Donc, je m'intéresse à ça et l'actualité que vous embrayez sur la SIC est un problème criant, parce que la SIC, je crois que si mes données sont justes, jusqu'en 2019, la SIC avait à peine 153 hectares sécurisés. 153 hectares sécurisés contre 927 hectares. Je peux me tromper sur les chiffres, mais on est dans 927 hectares et poussière qui n'avaient pas été encore sécurisés, qui étaient en situation d'occupation, qui étaient en superposition de titres fonciers, ainsi de suite. Oui. Et je crois que dans les dernières données, je crois que j'ai vu le rapport de la SIC il y a quelques mois, quand je travaillais justement sur notre programme à Jouvence, parce que j'ai consulté les rapports de la SIC, de la Maïtu, du crédit foncier, ainsi de suite. Je crois que ce monsieur a réussi, vous l'appelez ça Adauna, il a réussi à sécuriser, à renverser la donne. C'est-à-dire de 153 hectares sécurisés, il a porté en 5 ans seulement, de 2019 à 2024, le chiffre de foncier, le chiffre des propriétés foncières sécurisées à 828 hectares. Vous voyez, il a carrément renversé l'affaire. Je crois aussi que, je peux me tromper, il a avancé avec un projet ici en Fou, je crois qu'il est financé par des fonds italiens. Oui. Les fonds italiens. Oui. Je crois aussi que les 10 000 logements que le président avait promis et qui traînaient jusqu'en 2019, je crois qu'il c'est en phase terminale. Je crois aussi. Je vois aussi quand même que ce qui se passe actuellement, il est en train de récupérer de nombreuses propriétés foncières qui ont été bradées par des élites. Notamment Hippodrome, parce que je suivais des dossiers à Hippodrome par exemple, où des aînés avaient changé des titres fonciers au niveau du cadastre, du moins de leur ami du ministère des Affaires foncières, et avaient récupéré ces propriétés foncières. Je crois que la SIC était en procès même avec certains. Ils ont gagné des procès, mais le MINCAF refuse encore de rendre ces titres fonciers-là à la SIC. Je crois que le MINCAF aussi a joué un très mauvais jeu sur les propriétés foncières, je crois, de Mvogue-Banda. Je crois que c'est à la sortie d'un Colmesang là quelque part, c'est-à-dire les terrains que l'État avait achetés depuis longtemps et que justement les populations ont réoccupé.
et qui sont maintenant difficiles de récupération par la SIC. Je crois que c'est un monsieur quand même qui a travaillé, donc je ne sais pas pourquoi on fait une emphase, mais je crois qu'on parlait de l'élite du Nord et que c'est assez important. Mais je dirais que s'il faut compter avec des gens comme ça, je crois qu'on peut bien le faire. Ils peuvent bien le faire. Hein. Je crois que, et puis ça va créer des difficultés à l'opposition dans cette zone-là. Parce que c'est quand même des gens qui ont encore, comment dire ça, qui sont encore vierges. Oui. Vierges sur le plan national et sur le plan politique. Et dont l'action est feutrée, mais efficace. Quand j'étais sur le terrain, je crois que c'est l'une des rares élites, je crois, que j'ai quand même eu à voir, qui est présente, mais dans l'absence. C'est-à-dire que une élite, malgré sa position, je crois que jusqu'en 2019, je quittais de là en 2019, il était encore, je crois, secrétaire général du ministère du développement urbain. Absolument. Bon, il n'était même pas encore DG de la SIC, mais il était déjà très présent sur le terrain. Je crois que si on réussit quand même à faire quelque chose dans ce sens-là, peut-être ça peut créer des soucis à l'opposition et on peut engager un reprofilage de l'élite locale. D'accord, merci. C'est un très bon sujet, je crois que c'est un très bon sujet en termes de profil. Ce monsieur Sadaouna, et il y en a beaucoup d'autres aussi, hein, mais je crois qu'il est le plus en vue. Je crois qu'il est le plus en vue actuellement. Là, vous êtes en phase avec certains messages que nous recevons à l'instant même, venant certainement de ce côté. Et on salue tous ceux qui participent. Hein. On n'aura pas le temps de lire tous ces messages-là pour que ça ne ressemble pas à une émission spécialement sur la SIC. On a déjà reçu le DG dans l'émission Le Grand Soir, ici il y a de cela quelques semaines. Et peut-être même qu'avec l'accord de la haute hiérarchie, on rediffusera ce programme pour que les uns et les autres puissent avoir des éléments clairs sur ce qui est fait de ce côté. Alors, Valère Bessala, bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur Bessala, vous parlez toujours de la fraude aux élections, mais vous n'avez jamais eu de preuves. Que recherche finalement Monsieur Bessala lorsqu'il parle ainsi de fraude sans jamais proposer de preuves? Il veut quelle preuve? Qu'est-ce qu'il en sait? Moi, je ne suis pas là pour apporter une preuve à quoi que ce soit. Si les gens veulent les preuves, on peut les leur produire le moment venu. Ce n'est pas un souci. Et je vais me leur rappeler que quand je parle de cela, je n'ai même plus besoin d'aller sur le terrain pour savoir comment le RDPC fraude. Monsieur Jean-Jacques Zé, comme je leur ai toujours dit, je suis un fils de la maison. Je n'ai jamais intégré le RDPC, mais j'ai vu ceux dans ma famille qui étaient du RDPC et comment ils procédaient. C'est aussi simple que ça. Donc, quand je dis aux jeunes de boycotter l'élection quelques jours avant le vote, j'ai déjà vu tout l'attelage qui a été prévu et je crois que la suite m'a donné raison. Je crois qu'on n'a pas besoin de plus que ça. Il y a des images qui pilulent d'ailleurs partout qui ne sont pas de l'intelligence artificielle. Et même avant les élections, on voyait déjà des individus avec des cartes d'électeurs, des centaines de cartes d'électeurs groupées dans leur maison. Vous voyez, sans compter les cartes nationales d'identité que beaucoup recherchaient dans les commissariats, mais qui étaient dans des domiciles. Vous voulez encore quel genre de preuve de fraude? Si vous voulez même encore une autre fraude, la première fraude même qui a déjà été instillée était justement celle d'admettre que les jeunes aillent s'inscrire sur les listes électorales et de ne jamais leur délivrer les cartes d'électeurs. Vous comprenez? Vous allez voter comment? Vous n'avez pas de carte d'électeur, même si on va me dire que vous venez avec la carte nationale d'identité. Nous savons très bien ce que cela devait donner sur le terrain. Donc on n'a pas besoin de revenir dessus. Je crois que c'est juste un taquin du parti au pouvoir qui veut juste un peu... Bonsoir à vous sur le plateau, M. Bessala. C'est la magie des analyses dans notre pays. Je voudrais savoir s'il est encore dans le commandement ou il a déjà démissionné. C'est l'une des fans des Puy-Douala, c'est Mme Bouba, qui veut savoir quelle est votre position actuellement. Quelle est la position exacte? Je suis resté un petit fonctionnaire assis sur un petit tabouret au ministère, donc c'est tout. Donc, vous voyez qu'à mon niveau, on ne peut pas admettre un type comme moi encore dans les affaires, donc, et aux affaires. Donc, je respecte la place où je me trouve, je fais mes activités politiques, je vais au boulot le matin, je rentre le soir à l'heure où tout le monde doit rentrer. Parfois, je prolonge pour qu'on sache quand même que je fais aussi des heures sup. Dossier ou sans dossier, je vais au travail. Bonsoir, je voudrais savoir si le FSNC se présente aux élections législatives et municipales à venir. Pourrait-il conquérir la majorité lors de cette élection-là? Je suis Koba Abraham, depuis Meiganga, dans la Damawa. Quel est l'avenir de politique d'un parti comme le FSNC, le parti de Issa Tiroma Bakari? Est-ce que vous voyez ce parti, s'il arrive, je sais qu'il y a votre précédente analyse, mais cas d'école, si le FSNC va à ces élections-là, est-ce qu'il pourrait capitaliser le score réalisé par le président Issa Tiroma à la présidentielle? Je suis un peu embarrassé. Moi, je ne viens pas parler des appareils des gens, mais peut-être sur l'actualité, parce que si on parle de l'actualité, je dirais que non. Je dirais que non. Pourquoi? Tout simplement parce que si le président du FSNC était resté au pays après le 12 octobre et continue à faire ce qu'il fait là, vous voyez,
Cela aurait galvanisé davantage les populations et l'électorat, vous comprenez? Il n'aurait pas été vu comme un lâche. Vous voyez? Un chef qui fuit le terrain de bataille, abandonne ses troupes, est un lâche. Il tue le combat. Vous voyez? Et donc, pour moi, c'est un premier élément. Un deuxième élément, je vous ai dit tout à l'heure, s'il se retrouve à l'extérieur, il fait comment pour investir? Vous voyez? Et connaissant un peu l'homme et ses méthodes, j'étudie toujours tous les leaders politiques. Je le vois très mal en train de donner la signature à quelqu'un d'autre pour investir. Et d'ailleurs, même s'il le fait, ceux du camp d'en face, c'est-à-dire du parti au pouvoir, argueront tranquillement que celui qui a signé l'investiture n'en est pas légitime ou légal. Vous comprenez? Donc la technique est tout à fait choisie. Vous faire sortir du pays et tuer la participation du parti à la prochaine élection législative et locale. Aussi simple que ça, et municipale. Aussi simple que ça. Donc, pour répondre à notre téléspectateur, logiquement, sur la base des éléments que je viens de donner et bien d'autres, je ne vois pas le FSNC aux élections, sauf si il revenait, peut-être par un accord, et puis continuer à tenir les rênes de son parti. Je le vois très mal. Alors, au-delà donc du FSNC, mais d'opposition de façon globale, 2026, c'est demain. Est-ce que les 40 et poussières de pourcentage réalisés par l'opposition peuvent servir de base pour conquérir les municipales législatives? Pour moi, c'est important. Cela se peut. Cela se peut pourquoi? Parce que l'élection du 12 octobre était l'élection d'un homme. Était l'élection d'un homme. Et je suis encore arrivé à cette conclusion malgré moi. C'est-à-dire, tenez-vous tranquille. Je me suis rendu compte que les Camerounais aiment encore le mec. Aiment encore Paul Biya. Ça dit que j'ai pas compris le truc depuis, je le sentais depuis, je le disais, mais cette élection m'a permis de comprendre que malgré tout, Paul Biya a un truc de particulier, c'est que des gens ils aboient avec nous là, et puis le moment venu, quand il faut le sanctionner, vous voyez des gens qui tournent, qui tourniquent. Vous voyez, ça, je me suis rendu compte que les gars, il a quelque chose. Les jeunes disent souvent quoi? Il a un truc. Il a quelque chose. Il a quelque chose qui fait que une bonne frange de la population, du moins d'un certain âge, vous voyez, l'adule encore. Vous voyez, l'adule encore. Et entraîne par ricochet les autres générations dont ils ont la maîtrise. C'est-à-dire que nos parents, par exemple, nos parents savent que bon, si on t'envoie plus à l'école, je dépends de mon père, de ma mère, ainsi de suite. Donc je vais aller soutenir tel parce que mon père, ma mère, vous voyez un peu, il y a cela. Le 3, c'est que ce qui s'en vient ne peut être capitalisé que si l'opposition prend acte de ce qui a été fait. Nous avons péché. Nous avons péché pratiquement, nous les jeunes. Moi, j'ai demandé aux jeunes d'aller s'inscrire sur les listes électorales et c'est à cœur serré que j'ai dit n'allons plus voter. N'allons plus voter. Parce que je me retrouvais là dans un carrefour. Je vais vous demander de voter quel jeune. Quand je regardais, je me disais, Seigneur, on va soutenir qui là? Vous voyez, des jeunes qui, 4 n'arrivent pas à s'unir entre eux. Moi, je vais donc me coltiner et dire aux jeunes qu'on soutient tel alors qu'il y a 3 autres qui vont continuer à dire je vais être président de la République. Vous voyez? Donc eux-mêmes, ils ne croyaient pas. Ils pensaient peut-être que c'est l'occasion pour eux de devenir président de la République, malgré qu'ils n'avaient ni moyens, ni profil, ni carrure, ni épaule. Vous voyez? Donc j'étais dans cette position. Et les aînés aussi avaient bloqué derrière l'élection avec Chiroma et tout ça. Je me suis dit, est-ce que je vais donc amener les jeunes vers cette affaire-là? Comment ils vont me voir? Vous voyez? Je ne vais pas me dédire. Je voyais aussi les fraudes. Je voyais aussi tout ce qui avait été déjà prévu comme mascarade du parti au pouvoir pour éliminer toutes les candidatures pertinentes. Et il n'y avait plus rien. Je me suis dit, on faisait comme on était petit, monsieur Jean-Jacques Zé. Là, c'est pour faire rire un tout petit peu. Vous vous souvenez, quand on entrait au stade, on jouait au village, et qu'on se rendait compte que l'arbitre était du côté du camp adverse, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait le ballon, on entrait en brousse. Oui. C'est ce que j'ai fait avec le boycott. Aussi simple. Sauf que finalement, le président Paul Biya a gagné. Il n'est pas jeune. Le second, Issa Chiroma, il n'est pas jeune. Les jeunes doivent se comporter comment aujourd'hui à l'approche des prochaines échéances? Non, on se remet au travail. On se remet au travail et avec mes équipes, on s'est déjà remis au travail. Pour moi, vous savez, le président a gagné à nouveau. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais je me dis, c'est aussi ça le jeu. C'est aussi ça le jeu. Et je disais toujours aux aînés, notre challenge pour l'élection présidentielle de 2025 ne sera pas de savoir mobiliser les populations. Non. Ce sera de mieux comprendre comment le parti au pouvoir triche et de l'empêcher de le faire. C'était ça le véritable challenge. Or, nous sommes allés à l'homme providentiel que les aînés ont choisi. De deux, c'est que les jeunes doivent se réveiller. Réveillez-vous. Je leur parle les yeux dans les yeux. Les jeunes, réveillez-vous. Parce que si Biya a repris l'élection pour 7 ans,
dites-vous bien que nous devons nous battre que pour que, le projet de vice-président de la République qu'on sursuit dans les couloirs là n'arrive jamais. Sinon, on est parti encore pour 50 Ah bon, années. Ce serait un problème? Ce sera terminé pour nous tous. Vous savez, sursurer un vice-président, ça veut dire que quelqu'un de la... C'est une forme de gré à gré qui arrive. Une forme de gré à gré, quelqu'un de l'appareil qui a les mêmes plis, ainsi de suite. On le met là, Biya dort chez lui, un vice-président travaille, et puis si Biya s'en va avant ou après, et puis il récupère, on continue. Vous voyez, c'est très mauvais pour nous. On se remet au travail. La troisième chose, c'est qu'on se remet au travail pour rentrer dans les législatives et municipales et envahir l'Assemblée nationale et les mairies. Parce que je dis souvent, ceux qui disent non, les mairies, on ne change rien dans les assemblées nationales, détrompez-vous. Détrompez-vous. Pour moi, je suis déjà dans la logique où Biya s'est repris sur sa chose, comme on va dire ça comme ça trivialement. Il faut que nous coupions le pays en deux. C'est-à-dire que Biya reste avec ses ministres qu'il veut garder ad vitam aeternam. Ils font ce qu'ils font de l'argent de l'État. Mais nous allons à l'Assemblée nationale. Imaginez que M. Jean-Jacques Zé, 180 députés, je dis n'importe quoi, l'opposition et la jeunesse réussissent à faire passer 100 députés de l'opposition. On a la majorité, non? Absolument. On peut détricoter toutes les mauvaises lois de l'Assemblée. On peut bloquer même le projet de vice-président, puisqu'il doit passer par l'Assemblée nationale, modification constitutionnelle. Et si le président veut passer par une ordonnance, nous la rejetons à l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Donc on peut bloquer, créer un contre-pouvoir. Nous pouvons même créer une sorte d'impeachment. L'impeachment du président de la République, c'est-à-dire de constater la vacance du pouvoir. Vous savez que dans les modalités de constater la vacance du pouvoir, le président de l'Assemblée nationale est important. C'est lui qui doit saisir le président du Conseil constitutionnel pour dire que j'ai remarqué que le président est incapable déjà de ceci, de cela. La Constitution est claire. Donc nous pouvons tellement faire des choses à l'Assemblée nationale. Maintenant, pour les mairies, c'est simple. Si nous réussissons à avoir des mairies, bon, je sais que quand une mairie est de l'opposition, les gars, ils ne vous envoient plus l'argent, la dotation, la décentralisation. Mais nous pouvons nous débrouiller, vous voyez, nous pouvons nous débrouiller avec ces mairies-là et travailler au quotidien pour les populations, avec des partenariats à l'extérieur, des financements externes, et ainsi de suite. On peut se débrouiller en attendant. Mais comment est-ce que vous avez réussi à organiser cela au sortir de cette élection? On a l'impression que ceux des jeunes qui sont partis à la course et qui ont terminé avec des scores, je ne vais pas les qualifier ici, sont devenus plutôt l'objet d'une certaine raillerie. On ne voit pas une remobilisation. Certains sont allés en vacances et d'autres subissent cette sorte de raillerie-là. Comment est-ce que l'opposition va faire, notamment la tendance jeune, pour se remettre en rang de bataille? Non, nous les jeunes, nous sommes méchants. Parce que quand vous dites raillerie, c'est effectivement ce qui se passe. Ouais. Moi, je vois des jeunes venir se moquer de ces candidats. Je dis, mais attendez, vous croyez que c'est facile ce que ces candidats ont fait? C'est facile d'être candidat à la présidentielle? Moi, j'accepte d'ailleurs ceux qui viennent me dire tu es incapable d'être candidat, tu es toujours là à parler. Mais oui, moi, c'est une question d'honnêteté. Je ne peux pas aller à une affaire, je n'entre pas dans un combat que je sais déjà gagner d'avance. Non, si j'entre dans un combat, c'est que je sais que je vais le gagner. C'est comme ça, et je dis toujours à mes militants, à mon bureau, si vous voyez dans un combat, sachez qu'il y aura quelque chose là-bas. Quelque chose va se passer. On n'a pas besoin de se moquer de ces jeunes. Au-delà des failles que nous avons identifiées ici, ils ont déjà le mérite d'avoir participé à cette élection. Parce qu'en toute chose, il faut d'abord cette expérience. Vous voyez? Maintenant, le problème sera est-ce qu'on va faire expérience candidat à l'élection présidentielle? Vous voyez? Mais ils ont déjà ce mérite. Nous avons cette méchanceté dans le milieu jeune. Parfois, je m'amuse parce que je lis tout sur la toile. Les méchancetés qu'on dit sur moi, qu'on dit sur les autres leaders, et ainsi de suite. Parfois, vous arrivez, vous voyez un mec qui vient insulter un leader de l'opposition, quelles que soient ses trajectoires. Vous vous dites, mais quelle est cette méchanceté? Ça dit, les gens n'arrivent pas déjà à accepter qu'il y a des gens quand même qui se débrouillent à être là où eux, ils ne peuvent pas être. Il y a des gens, des jeunes qui pensent que c'est eux qui devaient être à la place de tel leader. Oui. Et que comme le leader est là, il faut absolument dire n'importe quoi sur lui. Non. Je crois que les jeunes doivent le comprendre. Personne n'est à la place de l'autre. Vous comprenez? Je suis là où je dois être. Et je le dis d'ailleurs à mes jeunes dans mon parti. L'élection législative et municipale qui s'en vient sera pratiquement le dernier round du guide. À la tête du parti Jouvence. À la rigueur, s'il y a une élection présidentielle à mi-parcours avant 2032, je peux encore. Oui. Mais il s'en vient bientôt que je vais me reposer. Je vais me consacrer à moi-même. Je commence à me fatiguer. Donc, je vais me battre pour que nous ayons, au niveau du parti Jouvence, des élus, que ce soit des conseillers municipaux. Si on peut avoir des députés, tant mieux. Vous comprenez? Peut-être c'est les moyens qui nous feront encore défaut. Je ne vais pas me couper la main, vous voyez, parce que tout le monde doit y mettre la main à la pâte. Vous comprenez? Je vais me battre pour cela. Mais au bout de cela, je pense déjà à me reposer. J'ai dit aux jeunes, prenez le tour du parti. Prenez le tour du parti pour que le moment venu, quand je dirai je me retire, que vous puissiez continuer le combat.
Madame Bessala, vous pouvez prendre une gorgée d'eau et on salue notre partenaire Source Bonis. Merci, l'eau minérale naturelle qui vient de Bonis et qui s'appelle Source Bonis. Ah d'accord, dans la région du Soleil Levant. Vers chez vous. Ouais, très bien. Alors, bonsoir monsieur, nous sommes très ravis de collaborer avec vous, surtout nous, les nordistes, nous sommes comme des étrangers dans notre pays. Non, vous n'êtes pas des étrangers dans votre pays. Bonsoir monsieur Valère Bessala, ne pensez-vous pas que Cabral était le meilleur jeune pour ces élections qu'il a défini et su lire toute la tricherie et supercherie du parti au pouvoir, mais malheureusement il n'a pas eu de soutien. Bonsoir, le panel, qu'est-ce qu'on dit pour l'exil de monsieur Tiroma, c'est pas être lâche, plutôt la technique du sage en politique. Monsieur Bessala oublie peut-être l'histoire de Charles de Gaulle quand il prenait le pouvoir, il l'avait fait comment pour son exil en Angleterre. Alors pour lui, Tiroma a-t-il gagné des élections du 12 octobre 2025 là ou pas? C'est depuis Marois, il n'y a pas le nom. Il vous dit que c'est un repli stratégique. Ce n'est pas de la lâcheté. Si Issa Tiroma se retrouve, on met cela entre guillemets, à l'étranger, il vous rappelle l'histoire de Gaulle. Non, il ne peut pas rappeler l'histoire de Gaulle. Parce que l'histoire de Gaulle nous révèle justement que la France était assiégée par une force étrangère. C'était l'Allemagne. Et le pouvoir de Vichy, justement, avait décidé de se soumettre à l'Allemagne. Et justement, on avait repoussé Vichy de Paris au nord de la France. C'est-à-dire que le pouvoir de Vichy dirigeait la partie nord de la France et le reste de la France qui allait de Paris jusqu'aux limites de l'Allemagne était tenu par Hitler. Donc c'était une convention. De Gaulle est juste sorti pour aller chercher des forces extérieures pour lutter contre l'assaillant allemand. Vous comprenez? Mais le Cameroun n'est pas assiégé. Le Cameroun n'est pas assiégé. Et puis De Gaulle n'était pas poursuivi. Parce que les gens pensent que De Gaulle était poursuivi. Non. De Gaulle a juste refusé de se soumettre à l'Allemagne et a décidé de se déporter en Angleterre pour aller prendre, chercher du renfort. Et je crois que Churchill a été une belle main de secours pour lui. Et il a aidé, que ce soit de mobiliser en Europe, que ce soit de mobiliser en Algérie, que ce soit même de mobiliser en Afrique centrale, dans les anciennes colonies. Donc il lui a donné du grand moudre pour pouvoir rentrer en Allemagne, en France, à travers la descente ou l'atterrissage de Normandie, des forces en Normandie. Le débarquement, merci beaucoup, au débarquement de Normandie et de prendre dessus. Donc ce n'est pas la même chose. Pas la même chose. Et dans ce cas aussi, il faut savoir que pour comprendre ce qui arrive au leader du FSNC, il faut rentrer dans les combats mythiques et mythologiques. Ça aussi. L'Africain est généralement le combattant, a toujours pour référence son chef. Considérons même qu'il soit en exil, je prends ça comme ça. Un mouvement de révolution doit avoir un capitaine des opérations qui est sur place. C'est-à-dire que si vous, le chef, vous ne voulez pas prendre le risque d'aller sur le terrain, au-devant de la foule, et vous faire tuer avec la foule, ayez au moins un capitaine des opérations. Prenez par exemple la Côte d'Ivoire. Le capitaine des opérations de Babo, c'était Blé Goudé. Blé Goudé. Donc Babo n'avait pas besoin de se déplacer, être devant les foules, ainsi de suite. Blé Goudé faisait le travail, il chauffait la jeunesse. Quand il y avait des mouvements de foule, aller dans les médias, partout, il prenait les devants. On savait que quand on a vu Blé Goudé, on a vu Babo. Vous comprenez? Et l'autre aussi, Ouattara, avec comme capitaine des opérations, l'autre, Kibafori, Soro. Vous voyez, c'était les techniques. Vous ne pouvez pas engager un mouvement de contestation populaire et vous êtes le leader qui à la fois négocie avec le pouvoir en place, en haut, en secret, qui à la fois donne les instructions à ceux qui bataillent à vos côtés, qui à la fois vous court, je ne sais pas, de pays en pays, qui à la fois... Non, c'est trop. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et l'un des problèmes soulevés par le message, qu'est-ce que vous dites? A-t-il gagné ou pas cette élection? Non, moi je ne suis pas en sens. Moi j'ai demandé de boycotter les élections. En tout cas pour moi, si vraiment ceux qui nous regardent veulent mon point de vue au fond, moi j'aurais jamais souhaité qu'un profil comme cela arrive à la tête du Cameroun. Je pense que c'est pour plusieurs raisons que je ne veux même pas évoquer, parce qu'il y a des raisons malsaines. Vraiment, je n'aurais jamais souhaité. Les Camerounais ne sont pas si désespérés à ce point. Au point d'accepter que n'importe qui arrive à la tête du peuple parce qu'on souffre. C'est n'importe qui? Non. Dans ce sens, je vous ai dit que le Cameroun doit revenir à un combattant de tous les jours aux côtés du peuple. Quelqu'un dont le peuple connaît le combat, le langage, l'arrogance politique vis-à-vis de ce pouvoir. Pas quelqu'un qui a toujours été avec on dit non, il est allé avec Paul Biya parce qu'il fallait qu'il apprenne à le connaître, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais moi aussi, j'ai été quand même au commandement. J'ai décidé de sortir. J'aurais pu aussi attendre tranquillement que Paul Biya ferme les yeux, ou bien qu'il dise que bon, c'est terminé, et sortir et dire que bon,
je suis des opposants. Non, je suis sorti longtemps à l'avance. Ma carrière en souffre jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Et on me voit avancer. Je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres qui sont aussi dans cette situation. Vous voyez? Non, on ne peut pas procéder comme ça. Le peuple camerounais n'est pas un peuple désespéré. Et je crois que les résultats de l'élection, du moins le refus des Camerounais d'entrer dans la contestation populaire, de le suivre dans le désordre, est justement de lui dire, c'est bon, nous t'avons utilisé pour envoyer un message à Paul Biya. Le message est pas... Vous vous arrêtez là. Vous vous arrêtez là. Le reste là ne nous regarde pas. Bonsoir. Je prierai M. Bessala de bien vouloir se rapprocher de la NFP. NFP, c'est une nouvelle force politique. Qui est une nouvelle plateforme de leaders politiques qui incarne une nouvelle gouvernance pour les prochaines années et surtout pour les législatives à venir. C'est d'ailleurs le coordinateur de cette NFP qui envoie le message, Dr Ngakecha Armand. S'il est sérieux, nous devons nous unir. Il n'y aura pas de leader naturel au sein de la nouvelle gouvernance, mais une équipe de leaders. Les aînés n'ont jamais été capables de s'unir. Nous devons montrer la voie. Et c'est la voie, la NFP, qu'on est en train de vous proposer. Bonsoir à vous sur le plateau. Vous parlez de quel Camerounais qui aime encore Paul Biya. En parlant de cet amour, n'oubliez pas de mentionner aussi le tir à balles réelles sur et ces kidnappings. Pourquoi vous n'en parlez pas? Ou alors vous parlez de l'amour d'un groupuscule de personnes qui sont prêtes à tout pour se maintenir à leur place, pour toujours manger. Kevin depuis Deido, qui n'est pas très d'accord avec vous lorsque vous avez dit que vous vous êtes rendu compte que vous avez constaté que les gens aiment encore Paul Biya. Très belle émission, j'ai vivement qu'elle soit renouvelée. S'il vous plaît, même en off, passez-moi le numéro de mon ancien camarade séminariste, Valère Bessala, c'est Onana Batelemi, depuis Bafoussam, votre ancien camarade séminariste qui a besoin de votre contact. On va gérer ça en off tout à l'heure. À propos de l'amido de Rey Bouba, le titre correct est Babaré, le souverain de Rey Bouba porte en effet le titre de Babaré, oui. Voilà, et non celui de l'amido. Cette chefferie constitue une exception notable dans la région. Elle ne relève pas de la structure politique instaurée par le califat de Sokoto, dont les émissaires au nom d'Othman Dan Fodio avaient installé les lamido dans les Émirats peu voisins. La principauté de Rey Bouba conserve ainsi une tradition politique distincte, indépendante du système lamidal. Philippe Acha de Yaoundé, merci beaucoup. Exact. Merci beaucoup de contribuer de cette manière-là pour la connaissance. Bonsoir. Merci pour cette émission qui participe à notre édification de la vie. J'apprécie vraiment Valère Bessala pour son franc-parler. Je voudrais qu'il nous explique à nouveau en quelques mots ce qu'il entend par polyandrie dans son programme politique. C'est le seul bémol que j'ai avec son projet politique. Aboubakar Sambo, depuis Fumban, l'affaire de polyandrie là ne passe pas du tout, ne passe pas jusqu'à présent. Comme pensez-vous qu'on aura un nouveau gouvernement de jeunes, comme l'a promis le président, comme Issa nous a dessus étant un Camerounais digne de son nom. Moi, je vous choisis. Je vous demande de le remplacer. On va donner le possible. Alors, il parle de remaniement et beaucoup de Camerounais, tous les débats ces derniers temps évoquent ce remaniement-là. Vous l'attendez aussi? Non, moi, j'attends rien de ce monsieur Paul Biya. Moi, je n'attends rien de lui, puisque je sais qu'il est incapable de tout. Je vous ai dit qu'il y a 2 ministres à peine. Il doit contrôler le ministre, ça dépend, c'est tout. Le reste, là, vraiment, ses amis s'en occupent. Et puis sa cuisine aussi. Non, je crois que les jeunes et les Camerounais en général doivent apprendre à vivre sans Paul Biya. Mais il est là. Non, j'ai dit, ils doivent apprendre à vivre sans Paul Biya. S'ils ont cru que les 7 dernières années, ils pouvaient encore compter sur lui, je crois que lui-même leur a montré et il leur a demandé à travers son retrait de la scène politique, son abandon du peuple camerounais à ses amis qui nous ont truandés pendant 7 ans, lui-même leur a montré qu'il n'a plus rien à faire avec les Camerounais. Donc, les Camerounais doivent comprendre que ce septennat, c'est le septennat de l'oubli complet. C'est pour ça que je dis aux jeunes qu'allons aux législatives municipales pour prendre l'Assemblée et prendre les mairies pour nous assurer au moins qu'on va sauver une partie du Cameroun à travers le développement local. Je vous explique quelque chose, monsieur Jean-Jacques Zé. Pourquoi Biya a abandonné le Cameroun? Prenez son slogan. C'était quoi? Grandeur et espérance. Grandeur et espérance. Laissez grandeur. Prenons espérance. Prenons espérance. Ceux qui nous suivent à la maison, Google. Tapez espérance. Google. Alors, quand vous tapez espérance Google, vous allez vous rendre compte que le blanc, Google vous définit espérance comme un espoir, une probabilité, une croyance en quelque chose qui pourrait
ou ne pas arriver. Je viens de résumer Google. Vraiment, tout ce qui est en Google à la maison, regardez. Une possibilité, une probabilité, une croyance en quelque chose qui pourrait ou ne pas arriver. Je viens de résumer. Vraiment, vous pouvez trouver les définitions exactes sur Google. Sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Ce sentiment appliqué à tout objet déterminé, une espérance de guérison. Alors, monsieur Jacques, je sais que vous avez déjà compris. Je le voulais quand même pour ceux qui nous suivent. Oui. Alors, vous croyez que quand on est dans un pays normal, avec un dirigeant normal, qui est entier, un dirigeant qui est entier, quand je dis entier, c'est très poli, ceux qui me comprennent ont compris, on peut prendre espérance pour proposer à son peuple? C'est-à-dire que le président Antenne nous dit que ces 7 prochaines années, je vous entraîne dans l'incertain. C'est-à-dire que tout ce que je raconte dans mes discours là, que ce soit le 6 novembre et tout ça, sachez que ça peut arriver ou ça ne peut pas arriver. Mais ne m'en tenez pas à rigueur, parce que si vous me lisez comme vous m'avez élu, je vous aurais dit que c'était espérance. C'est-à-dire que vous deviez vous attendre à ce que j'avais promis que je le fasse ou je ne le fasse pas. Donc nous sommes dans un septennat de l'incertain. Mais l'incertain n'est même pas sur ce qu'il est capable de faire ou de ne pas faire. L'incertain, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que c'est sur lui-même. Parce que dans Espérance, celui qui a écrit Espérance, là, je crois que c'est un type qu'on ne doit pas virer. On doit le louer. Ah bon? Parce qu'en fait, il a rendu service au peuple camerounais en lui ouvrant les yeux. Parce que les Camerounais, le peuple, c'est des gens qui s'en tiennent simplement au superflu, ce qu'on voit, les apparences. Maintenant, je viens de définir Espérance devant tout le monde en mondovision. Pour que les Camerounais sachent ce qu'ils ont voté. Ils ont voté l'incertain. Vous comprenez? Donc le mec qui a proposé au président Espérance, dans son diptyque électoraliste, nous a ouvert les yeux. Et il a fait lire ça au président, il a fait dire ça au président. Plus loin encore, Biya nous a montré que pour lui, il est fini. Parce que dans l'Espérance, c'est qu'il est fini. Il ne peut plus rien. C'est ce qu'Espérance veut dire. Je ne peux plus faire grand-chose. Sachez que si j'ai réussi à faire quelque chose, alors tant mieux. Mais continuez quand même à espérer que je fasse quelque chose. Je vais plus loin. Quel est le discours du président de la République depuis 1982? Moi, j'ai étudié le discours du président, où il a prononcé le nom de Dieu. Vous vous en souvenez? Sur l'investiture. Non, le seul, c'est celui de récemment. Pour la première fois. Au moins 2 fois. Je dis, on parle de discours. Oui. Le discours, pour la première fois en 43 années, a dit Dieu. Ça, nous avons appris qu'un chef qui évoque Dieu avoue son impuissance. D'ailleurs, je crois que ceux qui sont chrétiens, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que même celui qui était dans la Bible, là, il reconnaissait déjà que le pouvoir ici sur terre se gère sur terre. Et en haut, quand vous serez mort, s'il y a un pouvoir là-bas, il vous gérera. Vous voyez? Donc voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons, où le président dit Dieu dans son discours. Vous avez même dit 2 fois. Donc il est en train de dire aux Camerounais que moi-même, je ne compte plus sur moi-même. Je compte déjà sur quelqu'un d'autre. Dieu. Vous voyez? Donc nous sommes en danger. Et donc vous n'attendez rien. Non, nous sommes en danger. Je réponds à votre question pour dire nous sommes en danger. Nous sommes en danger et nous ne devons rien attendre de Paul Biya. En fait, lui-même nous a déjà montré que tout ce qu'il est en train de faire, le mandat qu'il a pris là, c'est pour se garantir qu'il meurt au pouvoir, on lui fait des obsèques officielles, on va l'enterrer, ainsi de suite. C'est terminé. Donc en fait, tout c'est lui. Et le Cameroun, rien du tout. J'ai été déçu par le silence de toutes les personnes qui viennent dans les plateaux chaque jour. Or, s'ils auraient voulu que le président actuel perde les élections, ils devaient tous donner une consigne de vote. Mon cher Valère Bessala, imaginez Valère Bessala, Kouvondo, Elie Milobé, Jean-Jacques et autres. Attends, Jean-Jacques là, et Kindi. Tous. Certainement. Oui, il n'a rien dit à Kindi. Ongos. On l'a presque pas vu. Tous pouvaient donner des consignes de vote dans les réseaux sociaux et ailleurs, aller voter pour le changement. Les choses allaient changer. C'est ce que pense Franck Essiane depuis Douala, qui dit qu'il a été très déçu par tous ces gens qu'il admire et qu'il suit sur les plateaux. Bonsoir. Qu'est-ce qui qualifie Valère de parler aux jeunes et au nom des jeunes alors qu'il a plus de 50 ans? Philippe de Yaoundé. Dis-lui que j'ai 44 ans. Il n'a que 44 ans. Non, j'ai pas dit que. Bon, c'est moi qui ajoute. Il a 44 ans. C'est vrai que parmi les jeunes leaders, je ne suis plus le plus jeune. Parce qu'il y en a plus jeune que moi, 38 ans, je crois. Yodi, qui était là aux élections candidats, je crois. Il a 38 ou 37 ans. Voilà, d'accord, plus exactement. Donc, je suis plus le plus jeune. Monsieur Valère Bessala, est-il possible de travailler avec Monsieur Libi pour les prochaines échéances? Bien sûr, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais à condition que nous soyons honnêtes, chacun.
Vous savez, c'est tout. Bonsoir, je suis sûr que si on te propose un poste dans ce gouvernement, lors du prochain remaniement, tu vas accepter. Arnaud, depuis Doumé, à l'Est Cameroun, vous serez tenté? C'est pas une mauvaise affaire. Le poste de ministre n'est pas un poste, comment dire, qui appartient au régime. Quand on vous nomme ministre, c'est pour travailler pour le peuple camerounais. Mais moi, j'aurais des conditions quand même à poser. Hein. Moi, je suis honnête. Il faut toujours être honnête. Des gens qui disent que non, ainsi de suite. Non, je suis honnête. Parce que si je devais accéder à ça, ma condition serait d'être un endroit où je peux impacter la jeunesse camerounaise, où je peux impacter le développement et surtout les mœurs. C'est le gouvernement, alors que vous dites que Paul Biya, il est fini? Est-ce que c'est son gouvernement? Est-ce que c'est son pays, Jean-Jacques? Non, moi, vous m'avez posé une question et je réponds honnêtement, c'est tout. On n'a pas besoin de faire la langue de bois dessus. D'accord. Aimer c'est petit, nous adorons Paul Biya. Et puis on met un petit cœur, Poluchou, Nomgichou. Une contradiction donc à l'autre qui dit que personne l'aime. Les discours de Valère Bessala ne sont que distractions. Lorsque vous prétendez vouloir changer quoi que ce soit, n'allez pas dans les plateaux pour faire maquiller et raconter n'importe quoi pour captiver l'attention de la population implémentée sur le terrain. Il a le profil, mais c'est un joueur. EBD Hubert de Yaoundé Catch qui dit que est-ce que votre politique s'arrête sur les plateaux télé? Il ne connaît pas notre actualité. Il a aussi raison d'une part. On fait avec les moyens qu'on a. Monsieur Valère oriente le mot selon sa vision, qui est totalement pessimiste. Espérance, c'est justement tenant compte des mentalités qui pourraient freiner son réel combat, qui feint ne pas comprendre. Laissons les faits de corruption interne. En tout cas, il vous dit que vous avez choisi d'utiliser la version négative d'Espérance. Je crois que vous avez été sur Google comme tous ceux qui nous regardent. Bonsoir, ce type demande aux jeunes de se concentrer pour remporter la majorité à l'Assemblée. Si les gens ont réussi à s'imposer au présidentiel, qu'est-ce qui va empêcher qu'ils s'imposent également au municipal? Voilà. Non, là-bas, ce seront des batailles rangées. Très belle question. Ce seront des batailles rangées. Parce que je préfère déjà vous dire, hein, M. Jean-Jacques. Moi, j'ai dit déjà à mes équipes que autant ce sera pratiquement mon dernier round politique, mais autant aussi je vais même livrer en bataille rangée pour que cette élite locale s'en aille. Si Biya a rempli ces 7 années, ok d'accord, ils l'ont aidé à remplir, ok d'accord, mais c'est eux qui impactent notre développement négativement sur le terrain. On va les chasser. Quel que soit le cas. Je crois que, quitte même peut-être à reprendre la contestation populaire là, c'est-à-dire que nous, on va s'occuper de ces élites-là sur le terrain. Parce que Biya a déjà repris avec sa famille, avec tout ça. Ils sont contents d'ailleurs, ils ont déjà recommencé leur désordre. Vous avez vu les affaires de la SNH, où tout un vice-président d'un pays est reçu par une personne que personne ne connaît. Ni par décret, ni rien du tout. Ils ont recommencé leur désordre parce que ça a été rempli. Le représentant de la DG. Et il n'y a pas de problème. Vraiment, M. Jean-Zergé, il n'y a pas de problème. Oui. Mais pour les élections locales, il s'agit de notre suivi à nous. Vous savez, là, nous sommes à Yaoundé 3, n'est-ce pas? Alors, si nous ne récupérons pas Yaoundé 3 des mains de ces gens-là, ou Yaoundé 2, ou je ne sais pas quelle localité, nous n'allons pas nous en sortir parce que ces routes de Yaoundé 3 là, nous les côtoyons, non? Nous roulons dessus, votre merveilleux véhicule que je connais, il passe dessus. Les poubelles, ainsi de suite. Donc nous devons nous assurer de ce que nous gardions une santé mentale et physique qui nous permettent de vivre le changement le moment venu. Donc nous allons combattre ces élites-là, corps et âme, et peut-être jusqu'à ce que je ne veux pas dire pour que cela se passe. Alors vous avez envoyé les gens regarder Google, mais on est envahi des définitions. Oui. Espérance au sentiment de confiance en l'avenir. C'est ce que vous avez lu. L'espoir qu'un bien désiré se réalisera. Bertrand Domo de Berthois. Est-ce que c'est différent de l'explication, la définition de notre invité tout à l'heure? Bonsoir, le RDPC est une machine car il a gagné sans ses alliés. Cela n'a rien à dire qu'il parle de son parti et Kane depuis et Vaudoula. Que le RDPC est très fort, sans ses alliés, il a gagné. Bonsoir, que pense Valère Bessala? Si lui, il arrivait d'être au gouvernement comme ministre de la Jeunesse, quelle réforme apporterait-il? C'est Ernest Zambo, journaliste, qui vous suit depuis Kounou. Très bonne émission. Bonsoir à l'éminence grise, Valère Bessala, qui vous dit, pour quelque chose d'un peu plus précis, si on vous proposait d'être ministre de la Jeunesse, ce serait quoi les réformes? Donc, jouons un peu. Je crois qu'ils veulent vraiment jouer à ça, les histoires de nommer ministre. Non, je n'accepterai pas une histoire pareille. C'est une pacotille. Les à jeunesse? Oui, c'est une pacotille, ça ne sert à rien. Avec tous les projets qui sont logés? D'ailleurs, même dans notre poste, dans notre projet de société,
On supprime le poste de ministre de la Jeunesse, on supprime le poste de ministre de la Femme, ministre des Affaires sociales, les ministres, les ministères inutiles, là, ça ne sert à rien. C'est une pacotille. C'est la femme, promotion de la femme et la famille inutile. Ça vaut rien du tout. Si vous voulez, il faut bien assurer la promotion de la femme. Vous croyez que pour faire quelque chose pour la femme, il faut créer tout un ministère pour elle? Vous avez besoin de ça? Et vous en voudrez si vous supprimez le ministère. Mais je vous ai posé une question. Qui va organiser le 8 mars. Si vous voulez faire... La preuve, c'est que le ministère de la Jeunesse existe depuis, non? Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour la jeunesse? Même le programme de 103 milliards pour la jeunesse, là. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont tout bouffé. Il n'y a rien du tout. Bonsoir, allons massivement aux législatives. Une fois majoritaire, tous ces textes seront modifiés pour le bien de toute la nation. Victor Osoko, qui est d'accord avec vous, il faut aller massivement aux prochaines élections. Bonsoir, cher frère Jean-Jacques Zé, je suis heureux et très fier de ce que Valère Bessala vient de confirmer ma vision et ma conviction pour notre pays. Il n'y a rien à attendre du régime de M. Biya. Gabriel Michel Chougem, qu'on connaît très bien, il a l'habitude de passer sur nos plateaux ici. Très belle émission. Je comptais sur le président de Libye, mais hélas, pardon, c'est Ibrahim depuis Mora. Ne te décourage pas, Ibrahim. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'il laisse ce qu'il raconte là. Lui pense que notre père ne connaît pas le mot espérance. D'abord, il faut bien écrire espérance aussi. Donc, on ne veut pas entendre ce qu'il est en train de dire là. Nous, on aime notre grand-père Nomungui et on lui donne plein de cœur. Et s'il pouvait même encore faire 30 ans au pouvoir, cela nous arrangera. Bonsoir, M. Bessala n'a rien à dire. C'est Gladys, depuis le rond-point Damas. Dit que vraiment, le Nomungui point. Bonsoir, l'éminent Jean-Jacques, ainsi qu'à votre illustre invité Valère Bessala. N'existe-t-il pas des jeunes aussi pertinents que lui dans son parti Jouvence? Nous devons apprendre à nous familiariser avec vos militants à travers les plateaux télévisés. Feugamougou Jean-Yves de Messassi. Oui, il a raison. C'est le véritable problème que je rencontre. Vous savez, je dois avouer que j'ai pas la veine. J'ai pas la main heureuse. Que la main heureuse sur ce plan, parce que des militants, il y en a. Vous n'avez pas docteur Moïse Mbok chez vous. Par exemple, des choses comme ça. Donc j'essaie de me battre comme je peux. Il y en a qui ont essayé, qui essayent dans des radios. J'ai d'ailleurs un merveilleux chef de cellule de la communication, M. Biyebe, qui se bat. Mais quand vous dites un jeune va nous représenter là-bas, la force du micro, la frise de ceci, de cela, bon, vous voulez que je fasse quoi? Moi, je leur dis, je ne peux pas être partout à la fois. Monsieur Jean-Jacques, il m'appelle, j'y vais. Là où on m'appelle, j'y vais. Mais le problème, c'est que je ne peux pas être partout à la fois. Donc, je ne vais pas forcer la Les portes sont ouvertes en tout cas. Mais je crois que je suis en train de travailler encore l'approche, parce que je vais voir comment procéder autrement pour intéresser encore davantage les jeunes. Peut-être pas des formations, ainsi de suite. On va essayer de voir avec ce que les moyens nous permettront de faire. On va sortir l'émission, deux ou trois messages. Pourquoi tous les biblistes ignorent l'histoire de Saul et à Saint-Paul? Chiroma ne représente-t-il pas le sol du Cameroun? Ça va faire un second alors, parce que Jean de Momo dit qu'il est Saul. On a également peut-être que... Non, mais ça ne peut pas être le cas, puisqu'il a été frappé par Dieu d'aveuglement et soigné, il a décidé de se convertir. Mais celui-ci nous a dit qu'il est sorti du gouvernement pour devenir opposant à nouveau à la présidentielle parce qu'il ne voyait plus le président. Ben alors vous croyez que ça... que s'il voyait le président, il ne serait pas sorti. Alors vous croyez que c'est un mobile suffisant pour le considérer comme ce que nous aurions voulu bien qu'il soit pour le 12 octobre dernier? Pas du tout. Alors si Valère refuse le poste de ministre de la Jeunesse, comment comprendre alors son combat pour le bien-être de la jeunesse? N'est-ce pas paradoxal pour lui? Non, la meilleure façon pour moi de servir la jeunesse, c'est d'être là où on nettoie. C'est-à-dire que d'être là où on sanctionne. Là où on lève les dossiers scabreux de ces gens qui nous dirigent là. Et de les nettoyer, de les envoyer au Niouf, pour que le peuple au moins soit content. Vous savez, le peuple n'a plus besoin, il sait que Biya ne leur donnera plus le pain, mais au moins il sait que Biya peut encore leur donner le sang. Et le sang, justement, c'est ça, l'embastillement de ces gens-là pour qu'ils répondent de leurs actes. Ce n'est que ce que moi je peux accepter. Bonsoir sur le plateau, j'aime beaucoup Valère Bessala, un homme pas parfait, mais droit. J'aimerais intégrer votre parti politique. Comment on le fait? Ismaïla depuis Douala, on en parle en off tout à l'heure. Le mercato est possible. Hein? Bonsoir sur le plateau, j'aime beaucoup. Voilà, vous l'avez déjà dit, Ismaïla. Vous remplissez les messages, on a lu, non? Valère Bessala est très intelligent et très cultivé. Néanmoins, ses analyses, bien que pertinentes sur le fond, semblent parfois s'inspirer d'un modèle de pays parfait et intègre des éléments qui ne cadrent pas toujours avec nos spécificités culturelles. Bertrand de Bafia, que vous prenez les choses
D'ailleurs, est-ce que ça cadre avec nos Il spécificités? veut plutôt dire que je suis en permanence dans l'idéal. Mais oui. Dans le monde parfait. En politique, si vous voulez qu'on avance, c'est un idéal qu'on doit toujours rechercher. Et c'est en cherchant cet idéal-là qu'on avance. C'est l'idéal qui fait vivre. Alors, très bon message. Son parti est-il représenté au Nord? Moi, je veux vous financer. Je ne suis pas riche, mais j'ai des possibilités. Moi, je suis en politique, mais votre franchise m'a convaincu. Merci voilà, beaucoup. Il a notre régional, M. Foudangwa. Je crois qu'on va lui envoyer le numéro de M. Foudangwa, qui est le régional du Septentrion et qui justement s'occupe de la mobilisation de ce côté-là. M. Saïdou Soaibou, sauf qu'il écrit à partir du Ghana, mais vous rappelez qu'il est voilà. Donc il est merci prêt beaucoup, merci beaucoup. À vous accompagner. Au moins, j'ai eu raison de venir à votre invitation aujourd'hui. Ça a été utile. Bonsoir, M. Biya n'est pas au courant de tout ce que vous racontez là, car il suit sa politique et je crois qu'en tant qu'opposant, il doit respecter Biya Ekani, c'est Ekani depuis Evodoula. Il revient encore. Voilà, il revient. Voilà. Valère est un beau parleur. On a noté cela. Merci beaucoup Valère Bessala d'être venu. On a passé un programme sans problème d'électricité. Peut-être parce que vous avez appris comme tout le monde que l'État est en train de renationaliser Eneo. Pourquoi il a d'abord privatisé? Voilà les incongruités d'un pays. Non, vous savez ce qui se cache derrière la technique de privatisation et de renationalisation, c'est justement que dans la renationalisation, les aînés qui ont déjà suffisamment d'argent, généralement, rachètent souvent par derrière. Vous voyez? De deux, c'est qu'en renationalisant, l'argent qu'on débourse, vous dites 42 milliards qu'on donne à Eneo, mais en fait, c'est beaucoup moins que ça. Parce qu'ils sont encore entrés dans la chaîne de financement de la renationalisation. C'est comme ça. Donc, c'est une opportunité pour eux. Vous savez que dans ce pays, tant qu'ils n'ont pas un intérêt dans un projet, ce projet ne peut pas avancer. Donc quand vous parlez des néo, j'ai même vu d'autres me parler de Cameco. Je crois que Cameco a fait quoi avec Corsair et tout de suite. Vraiment, M. Jean-Jacques Zé, on est mal barré. On n'a rien à attendre de ces gens-là. On va essayer d'avancer avec les législatives municipales, capter l'Assemblée nationale, capter les mairies, mais levons-nous massivement pour défendre notre vote face à ces élites-là. Biya a déjà repris, c'est vrai, on respecte cela, mais je crois que s'il y a contestation populaire qui viendra, ce sera pour les législatives municipales où la jeunesse dira non à cette élite-là. Merci beaucoup. Et puis vous avez un petit cadeau de nos partenaires Welcome Gardens Hôtel à Soa, ticket de resto et même de nuitée si vous avez le temps de passer du côté de Soa. C'est la galanterie également Merci beaucoup. J'aime pas les hôtels, je crois que je donnerai à quelqu'un qui peut profiter du restaurant. Les hôtels sont un piège pour nous autres, même pas les hôtels. Vous savez qu'on nous guette de partout, donc... D'accord. Merci beaucoup Valère Bessala d'être venu participer à ce programme. Hein. Vous avez les belles images. Vous pouvez au moins aller faire la marche. Peut-être manger, mais pas pour dormir. Oui, de manger et puis visiter, c'est magnifique. Cet univers-là, une belle galerie, une belle piscine. Félicitations à lui. Félicitations à lui. Merci. C'est du côté de Soa. La rediffusion de ce programme, c'est dimanche à 7h. Mais retrouvez le tout naturellement, oui, ne vous en faites pas. Retrouvez le tout naturellement sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube. À vous la parole vendredi prochain. On aura un autre invité. Très bonne fin de semaine à tous.